Bonjour à tous, bonne fête de fin d'année et on est parti aujourd'hui pour le tout premier rapport de bataille de Warhammer Old World. Alors, petite exclusivité en français, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Je vous propose aujourd'hui un tout premier rapport de bataille pour Warhammer The Old World. Et oui, le principe étant que on a suffisamment de règles. Je n'ai pas les règles intégrales du jeu, bien évidemment, mais on n'a pas pu attendre sur la chaîne. On a fait à peu près 7 parties de Warhammer Old World en se basant sur les règles que nous avons déjà grâce aux articles de Games Workshop. Donc, bien évidemment, comme je viens de le dire, je n'ai pas les règles officielles encore. Comme tout le monde, on doit attendre. Mais on a suffisamment de données pour pouvoir déjà tester le jeu, se rendre compte un petit peu de qu'est-ce que c'est. Et c'est ça que je veux vous proposer aujourd'hui. C'est pour ça aussi que ce rapport de bataille sera beaucoup plus didactique, beaucoup plus expliqué. On va essayer en tout cas de vous montrer les mécaniques de jeu. La partie se déroule en 1000 points. On s'est donc basé bien sûr sur la valeur en points des figurines de la V8 avec des fonctionnements qui nous viennent de Warhammer Battle, bien évidemment, parce que il fallait bien qu'on se base sur quelque chose. On a encore largement assez de données de Games et de Battle pour pouvoir mixer les deux et extrapoler les règles du jeu. Donc, mettons tout de suite les choses au point. Les règles se basent exactement comme l'a dit Games Workshop par rapport à Old World. C'est-à-dire qu'on va bien suivre les phases de stratégie, toutes les sous-phases que nous a donné donc la nouvelle méthode de jeu, mais on a conservé tous les points valant de la V8. Vous allez me dire, attends, mais il joue bretonien dans la partie là. Oui, donc ça veut dire qu'on s'est basé aussi sur les points de la V6. Bien sûr. En gros, vu qu'on sait que les Chevaliers du Graal valent les mêmes points qu'en V6, eh ben on s'est dit, on change aucun point, on garde tout comme c'est, mis à part, bien entendu, les men at arms, hein, donc les hommes d'armes, où on a eu aussi quelques valeurs de points aménagées. On tourne sur une bataille à 950 points, quasiment pour les deux armées, avec à peine quelques petits points d'aménagement, vu qu'apparemment les états-majors vont changer de valeur de points, etc. C'est un détail, véritablement, vu que les deux armées n'ont pas encore de points de règle, n'ont pas encore de valeur de points. Donc, on s'est basé là-dessus, 950 points des deux côtés. Ensuite, ce sont les règles spéciales d'armée qui vont poser problème. Alors, la Bretonie est encore assez bien détaillée pour ceux qui nous en disent, c'est d'ailleurs eux qui ont le plus de détails par rapport aux règles, mais c'est surtout que les Rois des Tombes, c'est une faction qui est plutôt moderne, hein, entre guillemets, par rapport aux Bretoniens en tout cas. Donc on va se baser également sur leurs règles d'armée de la V8, ce qui veut bien dire que les Rois des Tombes, pour cette bataille, vont avoir toutes les restrictions qu'ils avaient en V8. Pas de marche forcée, ils touchent toujours avec leur CT de base sans aucun malus, sans aucun bonus au tir. Donc c'est-à-dire les archers toucheront toujours sur du 5+, même s'il y a un couvert lourd, ce qui peut toujours être intéressant. Nous n'avons rien changé pour les machines de guerre, autrement dit la catapulte à crâne hurlant, qui est l'une des seules figurines des Rois des Tombes dont nous avons les détails grâce aux articles, fonctionne comme toutes les catapultes qu'on a pu connaître dans le jeu. Les incidents de tir fonctionneraient comme dans la V8. On a vraiment essayé de conserver au plus. Également pour les statistiques de l'armée Roi des Tombes, vu qu'on n'en a aucune là par contre encore, contrairement aux Bretoniens, on a tout conservé en V8, c'est-à-dire le Prince des Tombes avec force 4 endurance 5, le Sphinx avec force 5 endurance 8, bien évidemment, et 5 PV, les chars qui font des touches d'impact, etc. Donc vraiment, je peux pas vous expliquer l'intégralité des règles parce qu'on va se baser sur de la V8. Donc voilà, ça fait quelques années quand même que je fais de la V8. Normalement, vous avez 2-3 bases, si vous me suivez depuis quelques temps. Donc vraiment, ce que je vais essayer d'expliquer en plus de détails, c'est bien sûr les nouvelles mécaniques pour Old World. On va pas se focaliser sur le fait, ouais, mais ça c'est comme la V8, ça c'est comme la V8. Les autres petites choses qu'il faut bien préciser pour cette partie, c'est la magie. La magie, vous allez le voir dans la liste d'armées, ne sera pas très puissante. On a mis très peu de magiciens et de pas de très gros niveau, question d'équilibrer un petit peu et de tester un petit peu le sel de la magie pour Old World. La seule chose, c'est que les Rois des Tombes sont des morts-vivants, hein, quoi qu'il arrive, ça reste des morts-vivants, donc
Le seul sort que nous avons n'est pas un sort qui redonne des PV. Et c'était déjà le cas dans la V8. Ils n'ont aucun sort véritable qui donne, toi, je te donne des PV. Ils ont un attribut de domaine. Ils ont un attribut de domaine qui fait que si jamais ils réussissent un sort d'amélioration, chose qui n'existe plus à Old World, eh bien, ça redonne des PV à des alliés. Ce qui fait que pour cette partie, le mage Roi des Tombes va avoir une espèce de caractéristique de personnage. Comme on l'a compris, les personnages vont être beaucoup plus importants dans Old World, ils vont avoir une espèce de bulle d'aura autour d'eux. C'est d'ailleurs le cas pour le sortilège Roi des Tombes que nous a partagé Games Workshop, qui sera le sortilège disponible durant la partie, les lames mentales de Jaff, ce qui fait qu'à 12 pas autour du sorcier, eh bien, toutes les unités Roi des Tombes relanceront tous les 1 pour toucher. Donc y compris au tir, parce que ce n'est pas un bonus, c'est juste une relance. Donc tout ça c'est intéressant, mais on a compté que le personnage, s'il réussit un sort, eh bien à 12 pas autour de lui, il redonne 1 des 3 plus 1 PV, comme en fait l'aura de son sort, de sa zone de sort. En gros, s'il réussit le sortilège des lames mentales de Jaff, le hiérophante des Rois des Tombes va redonner plus 1 des 3 plus 1 PV aux unités autour. Bien entendu, on conserve le fait que les amalgames morts-vivants ne peuvent regagner qu'un seul PV. Le Sphinx ne peut pas remonter 4 PV d'un coup. Donc ça peut être trop fort, mais c'est une mécanique de la V8. Et on s'est dit, on va la conserver parce que ça reste une armée de morts-vivants. Ils se relèvent si tu as suffisamment de pouvoir magique. Voilà en tout cas pour ce qui est de la magie du hiérophante. Du côté de la damoiselle bretonnienne, on a mis une magicienne niveau 2, donc elle a un ascendant magique par rapport au magicien Roi des Tombes, qui n'est qu'un niveau 1. Mais, qu'est-ce qu'on prenait pour elle ? Mais grâce aux articles de Games Workshop, nous savons que les damoiselles bretonniennes, parce que c'est une damoiselle, c'est une héroïne et pas une seigneur, en tout cas c'est un personnage, on sait qu'elles ont accès à 3 domaines, soit l'illusion, soit l'élémentalisme, soit la magie de bataille. Et ils ont donné 2 sorts de la magie de bataille disponibles dans les articles à Games Workshop, ce qui fait qu'elle est niveau 2, elle n'a pas à jeter ses dés ou quoi que ce soit, on lui a directement donné les 2 sorts de magie de bataille, parce que sinon il fallait choisir un domaine et prendre 2 sorts dans ce domaine, comme on le faisait déjà en V8. Et bien là, on l'a déjà choisi pour elle, parce qu'on va se baser vraiment sur les règles qu'ils nous ont données pour Old World. C'est bien un rapport de bataille Old World, basé sur de la V8, parce qu'on n'a pas pu attendre, je suis désolé. Donc, parlons un petit peu des listes d'armées. On va commencer par les Bretonniens qui sont vraiment les plus représentés pour l'instant sur les articles de Games Workshop et ce qui nous a donné envie de tester tout ça. Donc, les Bretonniens, on les a basés encore une fois avec leur valeur de points de la V6, leur dernière version mise à jour de Games Workshop. Et on a eu du pot, parce que la liste d'armées que j'avais prévue, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai prévue cette liste, et vu qu'on a eu les nouvelles lundi dernier de comment faire une grande armée bretonnienne, moi j'ai une grande armée bretonnienne à 1000 points, et elle est parfaitement jouable à 1000 points. Donc, l'armée est commandée par une damoiselle de niveau 2. Ce personnage est équipé en magie de bataille et est monté sur un cheval bardé. Question qu'elle ait au moins une petite armure à 6+. Et bien évidemment la protection de la dame. Elle possède donc les 2 sorts que nous avons, donc le Hammer Hand, donc les marteaux d'acier ou les mains en marteau. Enfin bref, c'est un peu compliqué à traduire. Voilà, en gros, ça tape fort dès que ça arrive au corps à corps. Et bien entendu, elle possède également la Fireball, donc la petite boule de feu en sort à distance, ce qui est toujours intéressant pour des Bretonniens. De son deuxième acolyte, sa deuxième acolyte, c'est une paladine, donc ce n'est pas un baron ni un duc, bien évidemment, c'est une paladine grande bannière, donc on a conservé le principe que le général d'armée donne son commandement à 12 pas autour de lui, que la grande bannière permet de relancer les commandements à 12 pas autour d'elle, ça c'est une mécanique de la V8 qu'on a incorporée dans Old World vu qu'on n'a pas encore donné là-dessus. Donc la paladine grande bannière, on lui a bien payé sa grande bannière, contrairement à avant en V6 où les Bretonniens ne la payaient pas. Elle possède une lance de cavalerie et un bouclier, donc elle monte tout ça équipé à 3+ d'armure, vu qu'apparemment les chevaliers du Graal sont à armure de 3+, tous les cavaliers bretonniens passent à armure 3+ maximale. Donc voilà, on l'a pas équipé plus, je n'ai mis aucun objet magique sur les personnages, vu que là on n'a pas d'objet magique de Old World, on va pas trop se focaliser là-dessus. Donc ça, ce sont les 2 personnages qui sont dans l'armée. Ils ne dépassent pas les 50% maximal de personnages, donc on est parfaitement bien pour ce qui est de la liste, en tout cas pour les caractères, les personnages.
En unité de base, alors là, on en a mis plein. On a mis 24 hommes d'armes, comme vous le voyez, avec donc les adaptateurs de socle. Ah, ça y est, on les a hein, sur la chaîne, voilà. Donc tout ce que vous allez voir, ce sont bien avec les nouveaux adaptateurs de socle sur des socles Battle. Donc ils sont à la bonne taille, ils ont été mesurés et vérifiés. Donc ces unités-là représentent bien les nouveaux socles 25 par 25 ou 30-60 pour ce qui est des cavaliers. Donc 24 hommes d'armes. Ils ont toutes leurs nouvelles règles, bien évidemment, parce qu'on a eu aussi de nouvelles règles lundi, 2 jours avant le tournage, donc c'est parfait. Nous avons bien le Grelmonk, donc le moine du Graal, qui est à l'intérieur, donc pour 37 points, ça les rend tenaces. Ils ont la règle Shieldwald, on leur a conservé, alors on sait qu'il y a des règles, mais elles ne sont pas expliquées sur l'article, mais on sait qu'il y a levée paysanne, enfin il y a horde, levée, paysannerie. Donc tout ça, on a simplement compté le fait qu'ils conservent leurs règles qu'ils avaient en V6. S'ils sont à côté d'un chevalier bretonien, eh bien, ils ont son commandement. Il faut qu'il soit à 6 pas de lui, il gagne son commandement. Donc voilà, tant qu'il ne s'est pas enfui ou quoi que ce soit. Ça, à mon avis, ça ne changera pas pour ce qui est d'Oldworld. C'est une mécanique très intéressante pour ce qui est des Bretoniens. Les petits pouilleux qui sont pas très courageux voient les chevaliers à côté d'eux et ils sont super hypés. Donc, ils ont gagné la règle de mur de bouclier, hein, Shield Wall, ce qui fait que ils sont très durs à mettre en fuite, surtout s'ils ont le commandement des Bretoniens à côté. Et le petit moine du Graal, celui-là, il est génial, qui fait que vous réussissez automatiquement, en gros, votre test de... Enfin, vous le réussissez pas automatiquement, vous ne vous enfuyez pas. C'est-à-dire que je vous rappelle, hein, pour ce qui est de la fuite à Oldworld, vous avez, si vous dépassez votre commandement de base, vous vous enfuyez, comme on a toujours connu, si vous perdez le combat. Vous pouvez réussir votre test de commandement de base, mais pas le modificateur. Et là, bah, vous devez vous retourner et après vous reformer face à l'adversaire. Ou alors vous cédez du terrain si vous réussissez votre test de commandement. Eh bien, le moine du Graal fait que vous êtes directement au niveau 2, c'est-à-dire que vous ne vous enfuyez pas, vous vous retournez et vous vous replacez. Et le mur de bouclier fait que, ben, c'est pareil, cette étape-là est ignorée. Vous pouvez simplement reculer de 2 pas pour bien éviter de vous refaire charger derrière. Donc cette unité est vraiment là pour tanker. C'est vraiment fait pour ça. Donc on va voir un petit peu comment ça va tourner. On a mis également 2 blocs d'archers bretoniens. Ils sont 2 x 12 avec un musicien pour leur permettre, comme en mécanique de V8, de faire une reformation et de pouvoir tirer. Reformation, c'est-à-dire dépasser leurs 90 degrés de réalignement et donc pouvoir tirer grâce à un test de commandement. Mécanique de la V8, hein, ça aussi, on n'a pas encore de données pour ce qui est d'Oldworld. On a équipé l'armée avec un régiment de chevaliers du royaume, bien sûr, ils sont 9, accompagnant la paladine GB, grande bannière, et ces chevaliers du royaume, on a payé comme avant, et on leur a mis la fer de lance. On sait que la fer de lance est revenue, bien sûr, à Oldworld, la fer de lance en triangle, mais on n'a pas les règles. Ils n'ont jamais donné les règles du fer de lance, donc je vais les préciser maintenant. C'est une extrapolation de règles, peut-être que ça sera trop fort, peut-être pas assez, on n'en sait rien. Mais donc, être en fer de lance, c'est une des formations comme les nouvelles formations, close order, marching colonne, etc. Donc colonne de marche, rang serré, tout ça. La fer de lance, elle accorde le fait que quand vous chargez, votre fer de lance, tous les chevaliers qui sont sur les bords frapperont lorsque vous chargez. Ils frapperont avec leur bonus de charge, bien évidemment, c'est-à-dire la lance de cavalerie. Les chevaliers du royaume ont les mêmes stats hein, que la V6, donc force 3, endurance 3, commandement 7 ou 8, je sais plus, CC 4. Bref, un seul PV. Armure de 3+, par contre, on les a équipés comme les chevaliers du Graal. Et cette fer de lance donne aussi beaucoup de bonus de rang tant que vous êtes dans cette formation. C'est-à-dire que chaque ligne de bretonien, tant qu'il reste dans cette formation, eh bien, gagne un bonus de rang et non pas de flanc. Voilà, donc on a compté ça comme ça. Écoutez, si ça sera trop fort, vous verrez. Vous verrez bien la partie, hein, comment ça va se dérouler. Donc ça, c'est les unités de base que nous avons de disponibles pour cette armée bretonienne. Et pour terminer cette armée bretonienne, évidemment qu'on s'est basé sur ce qu'ils nous ont donné à Games Workshop. On a pris 5 chevaliers du Graal. Les états-majors sont tous présents, mais on n'a mis aucun chef de régiment, nulle part, d'accord ? Il n'y a que les archers qui n'ont qu'un musicien, tous les autres, ils ont étendard et musicien. On n'a jamais mis de chef, parce qu'il fallait économiser quelques petits points. Bref,
Les chevaliers du Graal sont bien 5 avec musiciens et étendards. Ils vont accompagner la magicienne parce qu'elle n'a pas la restriction d'avoir les vœux des chevaliers pour rejoindre les chevaliers. Mécanique de la V6, de la V7, de la V8. En gros, les chevaliers du Graal, on a tout. On a littéralement tout. On a toutes leurs règles, mis à part la fer de lance qu'on va leur appliquer comme celle des chevaliers du royaume. Là, ça va être sympa. Ils font 220 points. C'est tout à fait autorisé par rapport aux restrictions de 250 points pour 1000 points. On est bon. Donc l'armée bretonnienne est, entre guillemets, officiellement jouable à Old World. Encore une fois, tant qu'on n'aura pas toutes les valeurs de points, on devra attendre un petit peu. Pour ce qui est des rois des tombes, rappelez-vous les fonctionnalités, on va encore bien plus se baser sur la V8 par rapport à eux, mais on va les jouer en mode Old World. Donc les deux personnages qui accompagnent l'armée, eh bien vous avez le hiérophante, c'est-à-dire le magicien qui tient l'armée debout, qui est simplement un prêtre lige de niveau 1 tout nu, il a rien en équipement. Bon, vous allez voir qu'il sera plutôt à l'abri. Il y a également en deuxième personnage un prince des tombes, donc le prince des tombes classique, CC 5, force 4, endurance 5, 3 PV, il va être très dur à tomber. Il est, lui, avec simplement un bouclier, une armure lourde, c'est tout ce qu'il a en équipement, il est pas très fort, mais il est plutôt tanky. Ce sont les deux personnages. Le général de l'armée sera bien donc le prince. Le mage lui-même ne peut pas être grande bannière. Donc les rois des tombes n'ont pas de grande bannière pour cette bataille. En unité de base, là aussi, on a bien chargé la meule. On a mis les guerriers squelettes. Évidemment, les guerriers squelettes, il fallait les mettre. C'est une base obligatoire. Ils sont quand même 30 guerriers squelettes avec étendard, musicien et chef, et lance et armure légère et bouclier. Donc ils sont vraiment nombreux. Attention par contre, on ne leur a pas accordé le shield wall, donc le mur de bouclier, ce qui fait qu'ils peuvent toujours descendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. Les rois des tombes sont des morts vivants, donc on a compté qu'ils sont tous indémoralisables. Ils sont instables et indémoralisables. Donc ça, c'est de la mécanique classique de la V8, comme ils l'ont toujours eu, mais on va adapter ça à Old World, c'est-à-dire que s'ils perdent un combat, non seulement l'instabilité leur fait perdre des morts, en plus, si vous perdez de 3 points le combat, normalement c'est votre commandement qui baisse, mais là les rois des tombes ils s'en foutent, ils n'ont pas de test de commandement à faire, donc ils perdront 3 PV de plus, donc 3 personnages en plus ou 3 PV de plus. Les amalgames morts-vivants perdront toujours 1 PV de moins, et ils devront toujours, s'ils perdent un combat, reculer de 2 pas, parce qu'ils s'enfuient jamais. Donc ça sera toujours comme ça. Ça va être très très dur de les déloger. 30 guerriers squelettes, sachant que je vous rappelle, on ne frappe plus que sur une seule ligne au corps à corps. Ça va être très dur de les tomber. Donc ça va être le chausson, bien évidemment, pour les deux personnages. Derrière après, il y a 2 régiments de 10 archers. Ils sont tous équipés en armure légère. Ils ont tous un musicien pour pouvoir là également se reformer et tirer. Mécanique de la V8 encore une fois. En unité de base, pour terminer, il y a 3 chars. Si c'est pas l'or d'avoir des chars squelettes dans les rois des tombes, on s'y connaît pas. On leur a laissé les 1 des 6 touches d'impact en tout début de corps à corps, le mouvement 8, l'endurance 4, la force 4, bref, on leur a tout laissé. Ils sont entièrement équipés, mais ils n'ont pas de chef de régiment, donc étendard et musicien. Et enfin, on a 2 unités pour terminer cette armée. En unité spéciale, nous avons un sphinx de guerre. Un sphinx de guerre qui, lui, a conservé toutes ses données, toutes ses attaques, tout ce qu'il avait en base V8, sa valeur de points aussi. Et enfin, la seule figurine dont on a les statistiques, en tout cas les dégâts et la façon de tirer par rapport à Old World, eh bien, la catapulte à crâne hurlant. Merci Jean Lama, qui était le joueur roi des tombes, d'être venu avec sa catapulte, l'une des seules figurines que je n'ai pas sur la chaîne pour les rois des tombes. Merci à lui. Donc, on va pouvoir jouer cette catapulte à crâne hurlant avec tous les stats que nous avons par rapport aux articles de Games Workshop. Donc voilà, la présentation a été un peu longue, mais il fallait bien que je précise tout ça. Vous avez les listes d'armées, vous avez donc les petites restrictions, les petites choses qu'on s'est mis par rapport aux armées elles-mêmes. Mais on a encore pas mal d'autres choses à voir par rapport au jeu, mais pour ça, eh bien, allons-y pour ce qui est de la game. Alors, la table que vous avez sous les yeux comporte des décors. On a conservé des décors extrêmement classiques. Une surface dure est un terrain infranchissable. Les petits décors, genre colonnes, petites statues égyptiennes ou quoi que ce soit, tout ça, ce sont simplement des décors visuels. Ils ne gênent rien, ils ne font aucun test de terrain dangereux. Bref, la table n'a pas de détails, là aussi, vu qu'on n'en a pas eu par rapport à Old World. On reste donc classique. Pour ce qui est du déploiement,
Le No Man's Land est toujours de 24 pas, bataille rangée de battle, hein. On a conservé également les mêmes noms, donc c'est le nombre de kills qu'il va falloir faire pour pouvoir marquer des points, et de kills entiers d'unité. Si vous reste une figurine dans l'unité, vous n'avez pas emporté les points, et ouais, c'est très très punitif. Le déploiement. Comment c'est fonctionné le déploiement? On l'a fait là aussi en classique, c'est-à-dire au G2D, celui qui décide de commencer eh bien, posera le premier régiment, puis en alterner l'un et l'autre. Donc voici le déploiement pour la bataille. Comme vous le voyez, les Bretoniens se sont basés sur un centre de ligne avec les hommes d'armes flanqués à leur gauche d'un régiment d'archers et à leur droite de l'énorme régiment de chevaliers du royaume avec la grande bannière. Leur flanc droit est tenu par des archers et leur flanc gauche est tenu par les chevaliers du Graal, un petit peu dans les ruines là-bas au fond. Ils vont devoir un peu plus manœuvrer, et bien évidemment avec la magicienne qui est à l'intérieur, la palatine, elle, étant à l'intérieur de la ligne de défense. Du côté des rois des tombes, un déploiement beaucoup plus serré, beaucoup plus compact. En même temps, c'est une armée de défense. Ils ont la supériorité au tir dans cette partie, donc ils vont plutôt rester un petit peu en arrière, mais pas trop, parce que les chevaliers bretoniens arrivent très très vite. Donc vous avez en plein centre de la ligne, bien évidemment, le pack hiérophante, donc magicien de la mort, enfin magicien de Neekara, avec le prince des tombes, le général de l'armée, avec les 30 guerriers squelettes en pack de 32, flanqués à leur droite du sphinx de guerre et à leur gauche d'un régiment d'archers, avec derrière eux la catapulte qui tire à vue, mais qui est plus grande, donc que les figurines d'infanterie, vu qu'elle est plus grande, on peut voir par-dessus. On a compté comme en V8. Et sur leur flanc droit des rois des tombes, ils ont mis un régiment d'archers, et devant ce régiment d'archers, les chars, vu qu'ils sont plus rapides, ils vont pouvoir sortir de l'axe de vue et pouvoir permettre aux archers de tirer. Donc voilà un petit peu à quoi ça a ressemblé le déploiement. Le No Man's Land est bien encore une fois de 24 pas. Donc techniquement, les archers bretoniens pourront tirer dès le début. On a déjà eu leurs stats. Les archers rois des tombes devront gérer un petit peu leur mouvement avant. Le premier tour, eh bien, a été décidé comme tel, c'est-à-dire qu'on l'a fait au dé. Les Bretoniens ont eu le choix. Est-ce qu'ils démarrent ou est-ce qu'ils laissent la main mais qu'ils prient? Et bien évidemment, les Bretoniens ont prié, ce qui fait que les unités possédant la règle Blessing of the Lady, donc la bénédiction de la dame, c'est-à-dire seulement les chevaliers, car on a eu les règles des hommes d'armes et on sait qu'ils ne l'ont pas, et bien tous les chevaliers bretoniens ont l'invulnérable de 6 et une invulnérable à 5+, s'ils sont frappés par une force 5 ou plus. Donc voilà, d'un coup, ils deviennent beaucoup plus tanky, mais ça veut dire qu'ils jouent en deuxième. Donc on démarre cette partie, premier rapport de bataille à 1000 points, Old World, roi des tombes, bretonien, par le tour 1 des rois des tombes. Donc, tour 1 des rois des tombes, on commence par la phase de stratégie, la nouvelle phase que Old World nous propose. Durant cette phase de stratégie, qui comporte bien toujours ces 4 sous-phases, eh bien, Jean Lama va devoir faire plusieurs choses. On commence d'abord par les tests, la sous-phase de début de tour, ce qui veut dire les tests de stupidité, les tests d'animosité, toutes ces petites choses-là qu'on pourrait trouver dans Warhammer Old World. Les rois des tombes n'en ont pas, donc tout va bien pour eux. Ensuite, on a la phase de commandement. La phase de commandement, c'est celle où on utilise les items des mages, des personnages ou quoi que ce soit dans son armée, et où on donne de nouveaux ordres, entre guillemets. Aucun des personnages n'a d'objet, parce qu'on n'a pas mis la corne qui empêche de voler chez les Bretoniens, donc j'ai mis aucun objet chez les personnages. Mais là, c'est une hypothèse, parce qu'on n'a pas encore la validation de Old World, mais l'hypothèse que j'en ai, c'est qu'aussi, c'est durant cette morceau de sous-phase, dans cette sous-phase de commandement de la phase de stratégie, c'est là on va pouvoir ordonner à nos régiments de changer de formation. Alors attention, pas se reformer, mais changer de formation. C'est-à-dire qu'un régiment qui est en close order, c'est-à-dire très très large, pour pouvoir frapper avec plein d'attaques, avec peu de rangs, eh bien, le commandant, le général, peut leur dire, là, à ce moment-là, avant même qu'on fasse les mouvements, vous passez en colonne de marche, ou alors vous passez en fer de lance, si vous êtes cavalier bretonien, alors que vous n'étiez pas en fer de lance au début. C'est une hypothèse, mais on a mis en place ce fonctionnement-là. Bon. Ça sera très peu utilisé, mais on va l'essayer dans la partie pour vous montrer comment ça marche. Donc déjà, pas de changement de formation ou pas d'objet magique à utiliser pour Jean Lama lors de son premier tour. La troisième sous-phase lors de ce début de tour, eh bien sûr, c'est la
conjuration. Et là, Jean Lama va lancer son premier sortilège, car son sortilège est un sortilège d'enchantement. C'est donc une ancienne amélioration. Si ça aurait été une malédiction ou une hexe, eh bien, ça aurait été lancé également à ce moment-là de la partie. Il va donc lancer cette espèce de bulle de relance des 1 à la touche, à 12 pas autour de lui. Il n'a pas perdu de PV, donc ça ne va pas lui redonner des PV. Il ne va pas augmenter la taille de ses régiments. Contrairement aux contes vampires, ils auraient pu le faire. En tout cas, en se basant sur la V8. Donc là, il va lancer son sort et il va réussir son sort. Il réussit son sort et Sardine, lui, est beaucoup trop loin pour tenter de dissiper avec sa magicienne. Je rappelle que les 2 mages de la partie sont des niveaux 1 ou 2. Ils dissipent seulement s'ils sont à 18 pas de l'autre sorcier. Et oui, donc ça, c'est un autre problème. Donc, on applique la règle que nous a donnée Games Workshop, c'est-à-dire que si jamais votre magicien ne peut pas tenter de dissiper des sortilèges parce qu'il n'est pas à portée, ou alors que vous n'avez pas de magicien dans votre armée, ou que vous avez un forgeron qui est trop loin lui aussi, eh bien, vous avez le droit, une seule fois durant tout le tour et pas pendant la phase, vous avez le droit à une dissipation sauvage, c'est-à-dire que vous utilisez là aussi 2 dés, mais vous n'avez aucun bonus de magicien. Et bien entendu, Sardine va louper sa dissipation parce que Jean Lama, lui, a son sortilège avec un magicien, donc ça a +1. Bref, on a mis en place cette première tentative de lancement de sort et dissipation sans magicien parce qu'elle est hors de portée. Le sort passe, tous les rois des tombes à 12 pas autour du sorcier auront la relance des 1. Et si je ne me trompe, c'est toute son armée à ce moment-là de la partie. Pour ce qui est de la fin de la sous-phase, de la fin de la phase de stratégie, c'est tout ce qui est ralliement, rallier vos unités en fuite ou que ce soit. Vous comprenez bien que ce passage de phase pour les rois des tombes, vu qu'ils sont jamais en fuite, n'aura aucune incidence. Donc ensuite, on passe à la seconde phase du premier tour des rois des tombes, la phase de mouvement. La phase de mouvement est divisée en 4 sous-phases, les déclarations de charge, les mouvements de charge, les mouvements obligatoires et les mouvements classiques. Déclaration de charge, il n'y en a aucune qui sera faite bien évidemment par Jean Lama. Donc il n'y a pas de mouvement de charge fait pour la sous-phase, il n'a pas de mouvement aléatoire ou mouvement obligatoire, c'est-à-dire les unités par exemple qui seraient en fuite, elles bougeraient à ce moment-là, ou alors genre les Squeak Broyeurs, les fanatiques, les roues infernales, tout ça, ça serait à ce moment-là, il n'en a pas dans son armée. Et enfin, on fait la dernière sous-phase du mouvement, c'est-à-dire les mouvements classiques. Mais n'oubliez pas que les morts-vivants, rois des tombes néécariens, n'ont pas de marche forcée comme ils l'avaient en V8. Donc, il va avancer tout le monde, quand même, son infanterie avance de 4 pas, mais avant, ce sont bien entendu ces unités plutôt rapides qui vont passer devant. Les chars avancent bien de 8 pas, presque sans aucune peur. En même temps, c'est des morts-vivants, ils sont immunisés à la psychologie, sûr, ils n'ont jamais peur, jamais de terreur, jamais de panique. Ils vont donc avancer de 8 pas, ses chars sur son flanc droit. Il va avancer ses archers tous les deux de 4 pas, c'est leur valeur de mouvement. Les guerriers squelettes également, et le sphinx de guerre avance de ses 6 pas classiques pour aller un petit peu déjà avancer face aux Bretoniens. Alors, son flanc gauche avec son sphinx ne font pas le mouvement maximal, son sphinx avance pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaliers bretoniens en face, on sait jamais. Donc ensuite, on passe à la 3e phase de jeu des rois des tombes de leur tour 1, la phase de tir. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de phase de magie. La phase de magie, comme vous l'avez compris, est diluée dans les 4 phases de jeu. Donc là, la phase de tir, c'est exactement la même qu'on a connue à Warhammer Battle depuis des années. On y rajoute juste les lancements de sortilèges de dégâts, ce qu'on appelle les sortilèges missiles arcaniques ou vortex magiques. Les rois des tombes n'en ont pas. Donc, il va faire tous ses tirs. Malheureusement pour Jean Lama, ses archers sont trop loin, il n'a pas la portée. Alors, on n'a pas les stats des arcs normaux, nous avons eu les stats grâce aux articles des longbows bretoniens, donc des arcs longs. Donc, on a complètement conservé les règles de la V8, c'est-à-dire tir à 24 pas, pas d'armor bane ou quoi que ce soit, force 3, en utilisant la CT de leur porteur. Bon, les archers squelettes ne vont pas pouvoir montrer leur capacité pour l'instant. Mais la catapulte à crâne hurlant, elle par contre, en a le droit, vu qu'elle a une portée entre 12 et 60 pas, aucun problème pour pouvoir tirer. Là aussi, on n'a pas de détails par rapport à comment fonctionne une catapulte, mais il n'y a aucune raison que ça change par rapport aux anciennes versions, ou en tout cas même à la V8. Donc, nous avons pris le petit gabarit de dégâts de 3, et nous avons laissé Jean Lama désigner sa cible comme il en avait l'habitude en V8. Bien sûr, Jean Lama, comprenant que la catapulte est l'une de ses seules sources de PA, parce que je le rappelle bien, selon les articles de Games Workshop, la force de vos attaques n'influence plus
le changement d'armure de votre adversaire. Je vous rappelle qu'en V8, à partir de la force 4, on enlevait 1 point d'armure, force 5, 2 points d'armure, force 6, 3 points d'armure. Et bien là, ça a l'air d'avoir changé. Et ce qui fait que là, la force 4, il n'y a plus rien qui enlève de la PA quand on frappe seulement avec la force 4. Mais la catapulte, elle, avec sa force 4 sur les contours de son gabarit, enlève bien 1 point d'armure, et sous son trou central de force 8, enlève 3 points d'armure. Alors là, ça va faire super mal. Donc, on a conservé le principe de pouvoir tirer la catapulte, de lancer les incidents de tir, les déviations. On a conservé les mesures, bien évidemment aussi. Les mesures autorisées, bon, moi qui suis un joueur V6, j'aime pas les mesures, mais c'est pas grave, on l'a laissé pour les autres. Et donc Jean Lama va tirer avec sa catapulte sur les chevaliers du royaume. Bien évidemment, hein, il essaie d'en tuer le plus possible. Et il va commencer par un hit. Donc le dé de déviation indique la cible, c'est-à-dire qu'il vise parfaitement. Et son dé d'artillerie ne fait pas d'incident, donc il réussit parfaitement son tir de catapulte. Premier tour sur les chevaliers du royaume. Ça fait mal. Bon, le jet est quand même assez violent. Je crois qu'il va faire beaucoup de blessures. Mais derrière, les armures qui vont descendre donc à 4+, hein, parce qu'il y a une PA de -1 avec les attaques de contour du gabarit. Sardine va en sauver beaucoup. Il va avoir 2 blessures qui vont passer. Et il ne va pas les tanker avec l'invulnérable ni avec son armure. Donc il va perdre 2 chevaliers. Une avec la force 8 et une avec une attaque normale. Donc c'est assez violent, mais pour l'instant tout va bien. On a compté également le fait, bien évidemment, que si jamais il y a un test de panique fait avec les Screaming Skull, donc les crânes hurlants, c'est une catapulte à crâne hurlant, hein, c'est décrit comme ça, eh bien vous avez un malus de -1 à votre commandement, vous devez tester si vous avez des pertes, etc. Comme la panique le demande, mais les chevaliers bretoniens n'ont jamais peur. Enfin en tout cas, ils y croient, un peu comme les orques. Plus ils y croient, plus ça passe. Il reste quelques archers dans l'armée Roi des Tombes. Ce sont les archers qui sont sur les chars. Je rappelle que les chars squelettes ont bien un archer par orige. Donc il va tirer 6 fois sur les petits archers bretoniens qui sont devant lui avec ses chars, en touchant un 5+, en blessant à 4+, et en face les bretoniens n'ont pas d'armure. Bon, il va faire un kill dans les bretoniens, pas suffisant pour faire les 25% de pertes pour déclencher une panique. Contrairement aux Screaming Skull qui ont juste besoin de faire des dégâts. Là, tout va bien. Un petit bretonien qui meurt par une flèche perdue, c'est pas si grave, ce n'est qu'un pouilleux après tout. Enfin, la dernière phase de jeu, c'est la phase de corps à corps, c'est-à-dire on choisit un corps à corps, on fait léger pour toucher, on fait léger pour blesser, et on fait les breaking tests, c'est-à-dire le test de rupture, le test de commandement, on l'appelait nous avant, et après on fait les poursuites, chaque régiment par régiment, comme on l'a fait pour la phase de tir. Là, il n'y a pas de phase de corps à corps, vu que personne n'est au corps à corps, c'est la fin du premier tour des Rois des Tombes. Donc nous passons au premier tour des Bretoniens. Alors, les premiers tours de Bretoniens, la phase de stratégie durant toute la partie, ils n'ont quasiment aucune utilité de le faire, sauf s'ils veulent changer de formation régimentaire, lors donc de la deuxième sous-phase de la phase de stratégie. Là, pour le premier tour, Sardine ignore intégralement la première phase de stratégie, il n'a personne en fuite, il n'a pas de changement de formation à faire, il n'a pas d'animosité, ou tout simplement, il n'a pas de ralliement. Donc tout va bien. Il saute cette phase. On passe donc à la phase de mouvement. Il ne déclenche pas de charge pour démarrer sa phase, donc pas de jet de lancement de charge, pas de déplacement de charge. Il n'a pas de mouvement obligatoire, il n'a personne en fuite ou il n'a pas de mouvement aléatoire dans son armée. Il fait donc des mouvements classiques et il va commencer déjà à placer un petit peu ses pions. Il avance ses chevaliers du Graal presque à leur portée maximale de mouvement, qui est donc... Attention, ils ont mouvement 8, mais eux ont droit à ce qu'on appelle une marche forcée, pas une marche en colonne de marche, hein, donc ils ne font pas x3 de mouvement, mais ils font le maximum du double de leur mouvement, ils ont 8 de mouvement, ils peuvent donc aller jusqu'à 16, il les fait avancer de 14 pas grâce à au fer de lance en faisant une petite boucle, une petite roue, pour passer dans les ruines et se placer pour une prochaine charge dans la partie, et sur son flanc droit, les chevaliers et les hommes d'armes se replacent très légèrement. En fait, il se met à 12 pas du Sphinx pour lui forcer sa charge, lui faire tenter une charge assise sur 2 dés. C'est à jeter, on va voir. Il provoque un petit peu le Sphinx, tout simplement parce que les chevaliers du Graal possèdent la règle
contre-charge, ce qui fait qu'on a regardé les règles de Old World, l'hippogriffe à la contre-charge, la licorne à la contre-charge, bref, tout ce qui a l'air d'être cavalerie a l'air d'avoir la contre-charge. Donc, on a compté le fait que les chevaliers bretoniens, n'importe lesquels, ont la contre-charge. Encore une fois, vous allez dire, oh là, mais c'est pété, il donne toutes les bonnes règles aux bretoniens, rien au roi des tombes. Non, je vous assure, on a juste mis ça. Vous verrez la partie à la fin. Donc, les chevaliers bretoniens ont la contre-charge, les deux régiments. Donc, si jamais le sphinx les charge, je vous rappelle que ça ne fonctionne, la contre-charge, que si vous êtes char, si l'ennemi est un char, un monstre ou de la cavalerie aussi, et qu'il vous charge au-delà de sa valeur de mouvement. L'infanterie ne prend pas en compte. Donc, on s'est dit, ça serait un beau combat de voir, en tout cas, c'est ce que se dit Sardine, je me place, et s'il vient, je le contre-chargerai, en espérant aller arriver au contact. Donc, voilà pour ce qui est des mouvements. De la première phase, en tout cas du premier tour, excusez-moi, des Bretoniens. La phase de tir, vu que les archers bretoniens, on a leurs statistiques de base avec la V6, mais surtout on a leur arme qui est détaillée dans les articles de Old World, le fameux arquelon bretonien, il tire à 30 pas, il a une force de 3, et il a ce petit Armor Bane, donc si jamais on blesse et on fait un 6 en blessure, eh bien on enlève un point d'armure à l'adversaire, on lui fait une petite PA gratos, seulement sur des 6, donc on a testé ça, avec grand plaisir bien sûr. Les archers bretoniens du flanc gauche de Sardine ont tiré sur les chars. Le souci, c'est que les archers bretoniens sont un peu sont un peu nuls parce qu'ils font rien du tout pour ce qui est de ces tirs-là. Par contre, les autres archers bretoniens qui sont à droite du flanc de Sardine vont tirer, eux, sur le sphinx de guerre. Ils vont tenter ce qu'on appelle de la saturation, faire beaucoup de tirs pour faire des 6, tout simplement, parce que je rappelle que pour le blesser avec une force de 3, faut blesser très très fort. Si on regarde les tableaux que nous ont donnés Games Workshop, je rappelle que maintenant les faibles forces ne peuvent plus blesser les endurances très grandes. Et la force 3, c'est la seule petite force qui peut blesser les endurances 8, celle du Sphinx, seulement sur des 6. Ce qui veut dire que ça serait des Armor Bane, hein, ça serait donc des perce-armures si jamais ils font des 6, ces arcs bretoniens. Sardine va jeter ses dés et il va faire un 6 sur le sphinx de guerre, ce qui fait que l'armure de 5+, règle V8 des rois des tombes, l'armure 5+, du sphinx descend à 6 grâce à l'armor bane du longbow, et tout simplement le sphinx va perdre un PV sur un tir chanceux de bretonien. Enfin, pendant cette phase de tir, n'oubliez pas qu'il y a également la phase de missile arcanique et de vortex magique, et la sorcière, la magicienne bretonienne, possède le sortilège de boule de feu. Donc, Sardine va lancer son sortilège de boule de feu sur les chars Roi des Tombes, parce que c'est quand même 2d6 touches, force 4, donc c'est des touches automatiques, vous jetez 2d, ça vous fait le nombre de touches que vous allez faire, et ensuite, avec une force de 4 sur l'endurance de 4 des chars et leur armure à 5+, ça pourrait leur faire quelques pertes, et Sardine va balancer son sort, il va réussir son sort, Jean Lama, son sorcier, est un petit peu trop loin pour tenter de dissiper, il va louper sa dissipation, cependant, le sortilège de Sardine va rien faire. Il fait rien du tout en blessure. C'est terrible. La bouboule de feu ne fait rien sur les morts. En même temps, comment veux-tu faire cramer des mecs qui sont déjà morts et qui vivent sous les sables du désert? Enfin non, qui sont sous les sables du désert depuis quelques centaines d'années. C'est pas grave. La phase donc se termine comme ceci, avec un petit PV perdu sur le sphinx de guerre, et c'est tout pendant toute la phase de tir des Bretoniens. La phase de corps à corps est inexistante, il n'y a pas de corps à corps dans ce premier tour. On termine donc ce premier tour par la perte de 2 chevaliers bretoniens, un archer paysan et un PV sur le sphinx de guerre. Donc, tour 2. Maintenant qu'on a révisé les phases stratégie, mouvement et tir qui vont être les plus utilisées en début de partie, on n'a pas encore vu celle de corps à corps, mais ne vous inquiétez pas qu'on aura des détails tout à l'heure, on va essayer d'aller un peu plus vite pour le tour 2. Donc tour 2 des rois des tombes,
La phase de stratégie, la seule chose qui intéresse Jean Lama durant ce morceau de phase, bien entendu, c'est à nouveau sa conjuration, c'est-à-dire son sortilège de l'âme mentale de Jaff, sortilège d'enchantement qui ne peut se faire que pendant la bataille, pendant la phase de stratégie. Il va donc tout de suite lancer son sortilège à 12 pas autour de lui, il va le réussir et la dissipation de Sardine sera échouée à nouveau, ce qui fait que tout le monde relance les 1 encore une fois à 12 pas autour de lui, donc quasiment toute son armée encore, mais c'est surtout aussi qu'il redonne le petit PV perdu à son sphinx de guerre par l'attribut de domaine qu'on lui a donné en début de partie. Là, c'est pas validé, c'est une hypothèse encore une fois, mais bon, c'est mort-vivant, il soigne son truc, pourquoi pas, ça franchement, ça passe. Pour sa phase de mouvement, par contre, là, on arrive aux premières déclarations de charge du jeu. Première déclaration de charge, eh bien, il n'y en a qu'une, mais une importante, c'est les chars squelettes qui vont tenter de déclarer une charge, non pas sur les chevaliers du Graal, comme on pourrait s'y attendre sur leur flanc droit, mais bien sur les hommes d'armes qui sont au loin là-bas. Alors, ils sont pas autant au loin que ça, ils sont à 13 pas. Hein. Donc, on va expliquer les premières charges du jeu. Donc, la première charge du jeu, vous avez ce char squelette. Le char squelette, on lui a pas mis la Swift Stride, donc ce qui est en gros l'ancienne règle rapide, parce qu'il n'est pas cavalerie, il est char en même temps. Hein. Donc, on va faire une charge classique. Comment fonctionnent les charges à Old World ? Eh bien, c'est tout simple, vous prenez votre mouvement de figurine, ils ont 8, vous jetez 2 dés. Et avec ces 2 dés, vous n'en gardez qu'un seul, le plus grand. Et si vous arrivez au contact de l'adversaire, eh bien, ça veut dire que vous avez réussi votre charge. En face, donc la charge a été déclarée, les chars squelettes sur les hommes d'armes. Sardine va devoir dire donc qu'est-ce qu'il fait en réponse. Est-ce qu'il reste sur place ? Est-ce qu'il tire et reste sur place ? Ou est-ce qu'il s'enfuit ? Il ne peut pas tirer et rester sur place, il n'a pas d'arme de tir. Est-ce qu'il s'enfuit ? Il est en bord de table, c'est très dangereux. Donc il va rester sur place pour tenter de tanker cette charge si elle réussit. Et Jean Lama, en jetant ses 2 dés, fait un magnifique 6. Il va donc réussir sa charge parce qu'il fait 6 plus 8. Au-dessus donc de 13, il va amener au contact ses chars squelettes et donc réussir sa charge. Bien joué à lui. Pour ce qui est de la dernière sous-phase des mouvements de Jean Lama, il ne fait que bouger, il ne tanque pas une charge avec son sphinx ou quoi que ce soit, il est encore un peu trop loin, il préfère se rapprocher. Lui aussi, il veut provoquer un petit peu les chevaliers du royaume. Autrement dit, il avance son flanc gauche, encore une fois de quelques petits pas pour former un gros entonnoir, et surtout, il replace un petit peu, alors il ne reforme pas, il fait juste un petit peu avancer ses archers squelettes pour voir les chevaliers du Graal devant eux, parce que c'est les chevaliers du Graal, faut s'en occuper, sinon ça fait un peu peur. Donc ensuite, on passe à sa phase de tir. À sa phase de tir, il a sa catapulte. Et oui, il a sa catapulte encore à nouveau. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas chargé. Il veut continuer de les abîmer au tir. Il va viser à nouveau les chevaliers du royaume avec sa catapulte. Il va faire un hit, mais il va faire aussi un incident. Et oui, il fait un incident de tir. Donc, on a conservé les incidents de tir de Warhammer V8. Donc, tout simplement, s'il fait 1 ou 2, sa catapulte explose. S'il fait 3 ou 4 sur un seul dé, eh bien, sa catapulte ne pourra pas tirer pendant 2 tours. Et s'il fait 5 ou 6, là, c'est juste que là, elle ne tirera pas et elle tirera normalement au prochain tour. Et bien entendu, Jean Lama, avec sa superbe moule, fait un 6. Autrement dit, sa catapulte a juste loupé son tir. Elle pourra tirer au tour d'après. Tout va bien. Ensuite, les archers du flanc gauche de Jean Lama vont tirer également sur les chevaliers du royaume pour essayer d'en voler un au tir avec un peu de chance. Il va louper ses tirs, ses blessures ou quoi que ce soit. Bref, aucune perte dans les chevaliers du royaume à ce moment-là. Je rappelle comment fonctionnent les tirs pour de l'archer. On prend la CT de la figurine, capacité de tir. On regarde le score qu'il faut faire sur le tableau. Tout simplement, là, ça serait CT3... c'était 2, donc il touche à 5+. Vous allez dire, oh, mais c'est nul, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais ce sont des chevaliers, ce sont des archers rois des tombes, ce qui veut dire qu'avec la règle de flèche à pic qu'ils ont depuis plusieurs versions de jeu, ils n'ont aucun bonus, aucun malus. Donc ils peuvent se déplacer et ne pas avoir le malus de déplacement de -1. Ils peuvent tirer à longue portée sans avoir le malus de -1 pour toucher par la longue portée, etc. etc. C'est pour ça qu'ils touchent toujours sur 5+. Contrairement par exemple aux archers bretoniens, qui si jamais, eux, tirent à 4+, s'ils font le moindre mouvement, ils tirent à -1. S'ils tirent à longue portée, ils ont encore -1, etc. etc. Les archers squelettes ne feront rien sur les chevaliers du royaume. Et enfin, ce sont les autres archers, les archers squelettes qui vont tirer sur les chevaliers du Graal. Et là, c'est pas pareil, parce que comme vous le voyez, il y a
Beaucoup de touches réalisées à 5+, par les archers squelettes. Ensuite, c'est de la force 3 sur de l'endurance de 4. C'est encore du 5+, pour blesser les chevaliers du Graal. Et il y a 5 blessures sur les chevaliers du Graal. Et comme vous le voyez sur les armures, Sardine va louper 2 sauvegardes d'armure à 3+, et 2 invulnérables à 6+. Les archers squelettes arrachent 2 chevaliers du Graal au tir avec des flèches en mousse. Et ça, c'est assez terrible parce que là, il y a une létalité qui est énormément perdue. 2 chevaliers du Graal, c'est quand même plus de 70 points. Hein. Donc les archers squelettes, là, se sont rentabilisés direct. Parce que n'oubliez pas que les chevaliers du Graal, eux, tous les Bretoniens, ils peuvent pas relever leurs troupes. Ça, c'est important. Donc en ayant mis ce petit coup de pression sur les Bretoniens avec des archis-squelettes pourris, on passe au corps à corps, et là enfin on arrive au premier corps à corps de la partie, la charge des chars squelettes dans les hommes d'armes. Donc les chars squelettes, par leurs règles de char, possèdent des touches d'impact. Chaque char balancera 1 des 6 touches de la force du char. Ils sont 3, ça fait 3 des 6 touches, force 4, dans des hommes d'armes à endurance de 3. N'oubliez pas que nous avons compté que la force 4 n'amène plus de pénétration d'armure, comme a l'air d'être Old World, ça a l'air de commencer à partir de la force 5. Bref. Là, comment ça va se passer? On va donc suivre l'initiative du combat. C'est les règles de Old World, c'est l'initiative qui fonctionne. Donc, ce serait les hommes d'armes qui frapperaient avant. Mais la règle touche d'impact se passe au tout début du corps à corps, avant même les premières frappes. Ça veut dire que si vous chargez avec des mecs en initiative de 2, genre comme les rois des tombes, très souvent vous allez frapper en dernier. Mais si vous chargez avec des chars, vous allez frapper en tout premier, avant que vos troupes sur les chars frappent après les ennemis. Très bien pour charger de l'elfe, par exemple, qui peut avoir une énorme initiative. Donc, avec ces touches d'impact, il y aura déjà plusieurs morts qui vont être faits par Jean Lama sur les hommes d'armes de Sardine. Sardine va après derrière riposter avec ses hommes d'armes. Ils ont 3 d'initiative, donc ils frappent avant les chevaux squelettes ou les origes squelettes. Bon, on est sur un régiment qui est plus large que celui de l'adversaire. Les hommes d'armes sont plus larges, ils ont 7 en largeur. Les chars, eux, sont moins larges, on le voit à la photo. Ce qui fait que toute la première ligne va frapper. C'est-à-dire même ceux qui ne sont pas au contact de socle à socle. Nouvelle règle, là aussi, de Old World. La largeur de votre régiment, plus il est large avec moins de rangs, plus il frappe au premier rang. Mais il n'y a que le premier rang qui frappe, parce que là, ce sont des armes d'ast, ce ne sont pas des lances. Ils ont donc des hallebardes à +1 en force, comme ils l'ont toujours eu, les hommes d'armes, hein, c'est leur règle de jeu. Donc, ils vont frapper à force 4. Ils touchent à 4+, parce qu'ils ont une CC, une capacité de combat de 2, et les chars squelettes ont une capacité de combat de 3, c'est pas mal pour des squelettes. Donc ils vont les toucher à 4+, pour ce qui est des humains. Mais avant de jeter leur dé, ils doivent faire un test de peur. Et oui, c'est la peur, hein, des morts vivants. Et là, tu te dis, oh là là, les hommes d'armes, ils ont 5 de commandement. Qu'est-ce que ça fait si j'ai peur? T'as -1 pour toucher si t'as peur contre eux. Bon, -1 pour toucher, ce serait un calvaire total pour les hommes d'armes. Heureusement, il y a les chevaliers bretoniens qui sont à 6 pas 2. Ils ont donc commandement 8. Ils testent leur commandement de peur. Ils n'ont pas peur. Ils vont frapper donc. Ils vont tuer un char entier. Ils vont enlever 3 PV. Ils vont donc frapper avec 7 attaques, faire suffisamment de blessures non sauvegardées par Jean Lama pour enlever 3 PV dans le régiment de chars. Donc un char en moins. Et derrière après, les origes, donc les conducteurs de chars et les chevaux vont encore tuer quelques petits hommes d'armes pour faire un score final. Donc le score final, les hommes d'armes ont marqué 3 points en tuant 3 PV dans les chars, et les chars, eux, ont tué 8 hommes d'armes. Donc vous allez me dire, waouh, le score est totalement différent. Mais n'oubliez pas qu'on calcule aussi tous les bonus fixes. Donc les chars ont chargé. Ils avaient 8 points de kill. Ils ont chargé, ils ont 1 point de plus, ils sont à 9. Et ils ont une bannière, ils sont à 10 points en tout. Les hommes d'armes de leur côté ont marqué 3 points. Ensuite, ils ont une bannière, 1 point de plus, ils sont à 4, et ils ont encore 2 rangs. 2 rangs de plus de 5 figurines, sans compter le premier. Donc ils sont, eux, à 6. 10 contre 6. Les hommes d'armes ont donc un commandement à la base de 8, parce qu'ils sont à côté des chevaliers bretoniens, n'oubliez pas ça, et ils ont moins 4, excusez-moi, je relis mes notes, ils ont moins 4 de commandement. Donc ils doivent faire un test de commandement à 4
ou moins. Cependant, on leur a mis l'équipement nouveau, c'est-à-dire le moine du Graal. La nouvelle figurine, en tout cas la nouvelle règle qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce régiment-là, lorsqu'ils ont un premier test de rupture à faire, c'est le moment, parce qu'ils ont perdu le combat et ils devraient faire un test de commandement à 4 ou moins, eh bien ils le réussissent, en tout cas, ils le réussissent au commandement de base. Ils ont commandement 8 grâce au chevalier, le modificateur est de 4, donc ils devraient faire 4, 3, 2, et c'est tout, parce qu'ils ne peuvent pas faire 1, pour simplement les céder du terrain. Le moine du Graal leur permet de automatiquement réussir leur test de commandement basique. Donc soit ils s'enfuient de 1d6 et se reforment, soit ils laissent du terrain. Mais ce sont aussi des murs de bouclier. Nouvelle règle des murs de bouclier. Si vous avez réussi votre test de commandement, mais que vous n'avez pas réussi votre modificateur, eh bien, normalement, vous devez vous retourner d'un des 6 et vous reformer. L'adversaire peut vous recharger derrière. Tandis que là, grâce au mur de bouclier, on peut ignorer le score de se replier en bon ordre et on peut simplement céder du terrain. C'est ce que vont donc faire ces hommes d'armes grâce à tous leurs petits bonus. Le fait qu'ils aient le moine du Graal, il coûte quand même 35 points en tout, 37 points exactement. Donc ça fait cher à payer. Mais grâce à ça, malgré un modificateur énorme et le fait qu'ils doivent certainement céder face aux chars, eh bien non. Le moine du Graal prie devant eux, tout simplement, et va leur ordonner de se replier en bon ordre, et la formation de murs de bouclier ne va pas simplement les faire se replier en bon ordre, mais simplement céder du terrain par leurs règles spéciales, ce qui fait qu'ils vont simplement reculer de 2 petits pas, et on passe donc à la poursuite de Jean Lama et de ses chars. Est-ce qu'ils décident de continuer donc à suivre les régiments adverses, vu qu'ils ont simplement cédé du terrain? Ils se seraient repliés en bon ordre, donc ils auraient fait leur test de commandement, ils étaient entre le modificateur et leur commandement de base, donc ils auraient à moitié échoué. Il aurait le droit, lui, de les poursuivre, vu qu'ils se seraient enfuis et reformés de 1 C6. S'ils se seraient enfuis totalement et qu'ils avaient totalement loupé leur test de commandement à 8, ils auraient fait 9, 10, 11 ou 12. Là, il aurait pu carrément les poursuivre et les écraser. S'ils se seraient repliés en bon ordre, il aurait pu les poursuivre. Et s'ils ont simplement cédé du terrain, il ne peut que les suivre. Donc il n'a plus de bonus de charge s'il suit l'adversaire, parce qu'il reste au contact, il ne reprend pas de l'élan. Et Jean Lama va décider de le faire à nouveau. Donc certes, il a plus ses touches d'impact, mais il a encore pas mal de PV, il a encore une bonne armure, il se débrouille mieux au corps à corps, il y a toujours la peur qui peut les gêner, il va les bloquer au corps à corps et donc les suivre de 2 pas. Donc voilà, ça c'était le tour 2 des rois des tombes. Je sais que l'explication du premier corps à corps était un petit peu spécifique, mais c'est normal, c'est des nouvelles mécaniques de jeu. Donc maintenant on passe au tour 2 des Bretonniens. Le tour 2 des Bretonniens, la phase de stratégie n'a malheureusement pas d'incidence à ce moment-là. Il ne change pas de formation de régiment, il a personne à rallier, tout va bien. Phase de mouvement. Phase de mouvement, on démarre par les charges, et alors là, les chevaliers du Graal, je peux vous assurer qu'ils sont un petit peu énervés, on va pas se mentir, ils vont charger les archers squelettes. Normalement, vous pouvez rester sur place et tirer, ou vous enfuir. Sauf que les morts-vivants n'ont pas le droit de s'enfuir, ils sont immunisés à cela, ils n'ont pas le droit de le faire, et en plus, les morts-vivants n'ont pas d'action de réaction. C'est pour ça aussi qu'on leur a pas mis la counter-strike, c'est-à-dire la contre-charge. Pour moi, un mort-vivant, ça reste sur place et ça attend de se faire taper. En même temps, c'est un mort-vivant. Donc, ils n'ont qu'un seul choix, ces archers squelettes, c'est rester sur place pour se prendre la charge des chevaliers du Graal. La charge des chevaliers, c'est leur première charge, donc ils vont directement balayer les bonus de rang de l'adversaire. C'est un peu les gaspiller sur les archers squelettes, mais les ongles sardines étaient un petit peu énervés d'avoir perdu 2 mecs avec des flèches en mousse. Donc ça, la règle de première charge de chevalier du Graal n'aura pas d'incidence sur la partie. Ensuite, comment fonctionne la charge avec des cavaliers? Alors là, déjà, la charge est quasiment réussie de base, mais on vous l'explique. Les cavaliers ont mouvement 8, comme les chars. Ils vont jeter 2 dés, eux aussi, par leur déclaration de charge. On jette les dés, on fait un double 4, donc normalement on devait prendre le plus grand, donc on prend 4, 8 plus 4 ça fait déjà 12, et les chevaliers bretonniens en plus jettent un autre dé. Donc attention, c'est différent de la règle rapide de la V8. On jette pas 3 dés et on garde les 2 plus grands, il y a une différence. On jette 2 dés, on garde le plus grand, et ensuite on jette un 3e dé, enfin un dé tout seul, et on l'additionne. Par exemple, si vous faites sur votre jet de charge 6 et 5, vous prenez le 6, et avec votre cavalerie, vous jetez l'autre dé et vous faites seulement 2,
ben vous pouvez pas prendre votre 5. Vous prenez 6 et 2. C'est-à-dire que vous pouvez faire un dé supplémentaire, mais pas le maximum possible. C'est pas très très grave. Là, la charge est totalement réussie par les chevaliers du Graal, même avec leur bonus de charge. C'est pour ça aussi que les chevaliers bretoniens, ou en tout cas les chevaliers tout court, très certainement même, ont le droit de charger, ont une distance de charge effective de leur mouvement jusqu'à maximum plus 6, plus 3, la moitié de 1 des 6 en plus, parce qu'ils ne chargent quasiment à 2 DE et pas à 1 D. Donc la charge est réussie. Bien joué à Sardine. Pour ce qui est des mouvements, aucun autre mouvement ne sera tenté par Sardine. Les chevaliers du royaume ne bougeront pas, les archers ne bougeront pas et les hommes d'armes sont bloqués au corps à corps. Donc, phase de tir des Bretoniens, je vais vous préciser quelque chose que je n'ai pas encore dit. À Warhammer All-World, on ne tire que sur un rang. Et oui, on ne tire que sur le rang avant, contrairement à Warhammer Battle V8 où on tirait sur 2 rangs. Et oui, sauf si on a des armes de volée. Ça a été précisé dans les articles de Old World. On a la précision que si on a une arme de tir de type volée, on peut tirer sur un rang supplémentaire, ou en tout cas, le rang arrière pourrait tirer. On n'a pas le nombre exact. Le tir de volée de Warhammer Battle V8, c'est tu ne bouges pas. Les rangs arrière, donc si tu avais 4 rangs, tes 2 rangs tiraient d'abord, et ensuite tes rangs arrière, c'était divisé par 2, et tu pouvais tirer. Donc si tu avais 20 mecs, tu tirais 15 fois, si tu ne bougeais pas, avec des armes de volée, donc des arcs. Là, on a simplement compté que si tu as arme de volée, tu tires sur les 2 rangs. C'est pour ça que tous les archers que vous avez des armées sont sur 2 rangs, en ligne de 5 ou en liste de 6. Donc les archers bretoniens sont donc 23 à pouvoir tirer. Parce qu'on n'a pas mis la restriction de pouvoir rester ou de bouger ou de pas bouger. Voilà, on a mis ça comme ça pour que les rois des tombes puissent avoir quand même un petit peu de tir durant cette partie. Bref, les archers bretoniens n'ont pas bougé à cette partie. Ils ont des armes de volée, ils peuvent donc tous tirer. Ils tirent à 30 pas, portés de leur arc long, et vont tous viser le Sphinx. Ils vont faire 23 tirs dessus, et malheureusement, ils ne vont faire qu'un seul PV enlevé encore grâce à un Armor Bane, grâce à une petite perce armure réalisée en 6 pour blesser. Donc c'est ultra tanky, Si, parce qu'imaginez que c'était pas des armes de volée mais qu'ils pouvaient que tirer sur le rang avant, va enlever des PV à cette saleté. C'est vraiment très costaud. Donc pour les tirs, pas beaucoup d'efficacité pour l'instant pour les Bretoniens. Par contre, le corps à corps. Alors pour le corps à corps, on va utiliser le principe des chevaliers du Graal en premier. C'est Sardine qui décide de faire comme ça, parce qu'il va faire tout ce combat-là et ensuite passer à l'autre combat, dans l'ordre que je vous ai parlé tout à l'heure, donc léger pour toucher, léger pour blesser, enfin désigner le combat, léger pour toucher, léger pour blesser, le break test, donc le test de rupture, et enfin la poursuite ou la reformation. Il utilise ses chevaliers du Graal. Et oui, initiative énorme, ils sont immunisés à la peur et à la terreur, ce sont des saints vivants, donc autrement dit, le test de peur est totalement ignoré. Les chevaliers du Graal, ils sont peut-être que 3, mais à eux seuls, ils vont écraser 6 squelettes solo, sans aucun problème, parce qu'ils frappent à initiative de 5, enfin bref, ils frappent super vite, mais ils ont CC 6 en plus, ils touchent donc sur du 2+, des mecs à CC 2, et parce qu'on touche à 2+, maintenant à Old World. Ça fait super mal. Je vous rappelle qu'on compare la CC à celle de l'adversaire sur un tableau et on regarde le score à faire. Là, les chevaliers du Graal devaient faire 2+, ils explosent les pauvres guerriers squelettes. Derrière, après, on passe à l'initiative de la damoiselle et la damoiselle a son sortilège d'assaut. Et oui, rappelez-vous, elle a bien 2 sorts. Et à partir de là, donc, elle va lancer, pendant la phase de combat, son sortilège de Hammer Hand pour balancer 2d3 touches force 4 dans le régiment qui est au contact du sien. Force 4, PA-2, donc ça va être ultra violent. Elle va réussir son sort, mais là, elle est à 18 pas du sorcier des rois des tombes, de Hiérophante, donc il peut utiliser son +1 pour tenter de la dissiper. Il va donc utiliser son sorcier pour dissiper la magicienne en face. Cependant, il va échouer la dissipation, parce qu'il faut faire plus que l'adversaire en termes de dissipation. Donc là, le sortilège va passer, la magicienne va exploser encore 3 autres squelettes, et les chevaux bretoniens qui tapent même encore avant les morts-vivants vont terminer les squelettes avant même qu'ils ne puissent frapper. La charge des chevaliers du Graal à 3 plus une magicienne vient d'exploser pile poil, attention, pile poil, c'est le nombre de kills qu'ils ont fait, grâce à l'affaire de lance, 10 morts. Donc là, l'adversaire a été annihilé. Il n'y a plus rien en face, les chevaliers du Graal l'ont ils l'ont fait exploser. Donc, leur poursuite, la dernière phase de combat, soit ils chargeraient irrésistiblement donc à 2d6 droit devant,
soit ils font un test de commandement, ils le réussissent à commandement 9, et là ils restent sur place, ils choisissent de rester, et se reforment pour voir le centre de la ligne. Le deuxième corps à corps de cette phase, c'est bien évidemment le retour des hommes d'armes et des chars squelettes. Les hommes d'armes testent encore leur commandement, et vu que les chevaliers bretoniens n'ont pas bougé, ils restent, même si eux ils ont reculé de 2 pas, ils restent à portée de 6 et donc à commandement 8. Ils vont réussir leur test de peur. Bon, ils vont se reprendre des attaques dans la tronche, mais c'est surtout le pire, c'est que les hommes d'armes vont louper quasiment toutes leurs touches et leurs blessures derrière. Ils vont perdre 4 d'entre eux au combat, et les chars, eux, de leur côté, ne vont tout simplement avoir aucune perte de PV. Les hommes d'armes vont donc encore perdre le combat avec un modificateur. Cependant, le moine du Graal, ce coup-là, ne fonctionne plus. C'est bien précisé dans la règle que nous a donnée Games Workshop. Cette règle de ténacité du Grelmonk, ne fonctionne qu'une seule fois. C'est donc très cher payé pour simplement fonctionner qu'une seule fois. Mais heureusement pour Sardine, malgré le modificateur de commandement, il a encore quelques bonus fixes, la bannière, les rangs. Donc, il va simplement céder du terrain à nouveau. Donc, il va à nouveau reculer de 2 parce qu'il réussit son test de commandement modifié. Il va reculer de 2, mais là, Jean Lama a le choix. Est-ce qu'il continue de suivre ou est-ce qu'il reforme son régiment? Il reste sur place et le reforme parce que c'est son tour après. Il a réussi à pousser le mur de bouclier 2 fois. Et là, Jean Lama va rester sur place. Bien sûr, il ne va pas continuer de les poursuivre. Il va donc se reformer, ce Jean Lama. Il va reformer ses chars squelettes en restant sur place et, pour voir sa prochaine cible, les archers bretoniens sur son flanc droit. Tour 3. Tour 3 des rois des tombes. La stratégie. La stratégie, les rois des tombes relancent à nouveau la conjuration. Encore une fois, tout le reste de la phase de stratégie n'est pas effective pour cette petite partie. La conjuration, donc l'enchantement de l'âme mentale de Jaff, est lancée encore une fois à 12 pas autour du sorcier hiérophante, et elle sera encore réussie. Et même si la magicienne bretonienne est à côté, elle n'arrivera pas à dissiper le sortilège. Donc le sortilège est fonctionnel, et alors là, il y a plus un PV encore sur le Sphinx, donc il revient encore full PV, et tout le monde relance les 1 à la touche, à 12 pas autour du sorcier. Ça commence à faire très très peur. Phase de mouvement, déclaration des charges, et bien là, Jean Lama va se faire énormément plaisir. Il va lancer sa charge de Sphinx de guerre sur les chevaliers du royaume, leur provoquer donc un test de terreur, qu'ils vont réussir grâce à la présence de la grande bannière. Ils ont donc un commandement 8 relançable. Ils vont échouer le premier, relancer et réussir le deuxième. Donc ils ne bougeront pas. En tout cas, ils ne vont pas s'enfuir. Ce qui fait que la réponse à cette charge des chevaliers du royaume est officiellement une counter-strike, c'est-à-dire une contre-charge, parce que c'est un monstre qui charge au-delà de ses 6 pas de portée, donc un monstre qui charge au-delà de sa valeur de mouvement de base. Ça va donc être, espérons, la démonstration d'une contre-charge avec un monstre, et la charge d'un monstre sur de la cavalerie. Et enfin, on a également l'autre charge, la charge des chars squelettes, je vais y arriver, contre les archers bretoniens, parce qu'ils ont réussi à pousser le mur de bouclier bretonien suffisamment pour se replacer et charger. Ils sont trop près pour les archers bretoniens pour maintenir position et tirer, donc ils vont simplement maintenir leur position et mourir avec panache. Mais ce qu'on attend de voir, c'est bien sûr la charge du Sphinx sur les chevaliers. Pour que le Sphinx atteigne sa charge, il faut qu'il fasse 12 pas. Cependant, les chevaliers bretoniens, vu qu'ils contrechargent, vont lancer un des 3 plus 1 et vont avancer également vers l'adversaire, mais auront leur bonus de charge. Donc ils raccourcissent la valeur de charge de l'adversaire, mais ils ont tous les bonus de charge qui va avec. La lance de cavalerie et le plus 1 grâce à la charge. Donc là, ça va être assez violent. Le Sphinx de guerre devait faire un 6 sur son jet à double D. Il fait un 5. Donc tu vas me dire, ah zut, il la loupe. Mais non, parce que les Bretoniens, eux, avancent 2-3 pas. Et alors là, aucun problème. Les 2 régiments vont rentrer en contact grâce à la contre-charge des chevaliers du royaume. Mais là, ça va faire un combat dantesque. Donc voilà pour les charges, les mouvements, je viens de vous en parler. Les guerriers squelettes se reforment vers les chevaliers du Graal qui approchent, et bien évidemment, les archers se replacent pour voir les autres archers bretoniens, bien sûr.
Le tir des rois des tombes, on va commencer par la catapulte qui ne peut plus prendre pour cible les chevaliers du royaume. Il n'a pas envie de viser les chevaliers du Graal, donc il va viser les hommes d'armes, notre cher Jean Lama. Il va dévier ce coup-là de 4 parce qu'il n'y a pas de hit ou d'incident. Il va suivre la flèche et suivre le dé d'artillerie. Le gabarit va se déplacer, il va toucher qu'un seul homme d'armes et va le tuer quand même avec sa force 4 PA-1. Bon, là ça va aller, les hommes d'armes ne vont d'ailleurs même pas paniquer. Tout va très très bien à cause des crânes hurlants. Pour ce qui est des tirs des archers squelettes sur les archers bretoniens, les archers squelettes vont toucher sur du 5+, plutôt efficacement et vont bien blesser sur du 4+, sauf qu'en face il n'y a pas d'armure, ce qui fait que les archers bretoniens vont perdre 3 d'entre eux sur 10 tirs de roi des tombes. Et là, ça fait un test de panique. Ça fait un test de panique. Heureusement, grâce à un très bon jet de sardines, les archers bretoniens ne vont pas s'enfuir face à cette violence de tir, qui sont donc plus efficaces qu'eux, on va pas se mentir. Enfin, on va passer à la phase de corps à corps, bien sûr. Donc c'est bien Jean Lama qui va choisir l'ordre des corps à corps, parce que c'est son tour, il choisit l'ordre. Il désigne le combat, j'ai pour toucher, j'ai pour blesser, test de rupture, poursuite, et on fait ça pour chaque corps à corps, bien sûr. Donc on commence par la charge des chars dans les archers. Ils sont plus que 2 les chars, mais quand même ça fait 2d6 touches d'impact. Ils vont exploser avec en plus leurs attaques et les archers en plus qui ne font rien en retour en termes de dégâts. Ils vont arracher 7 archers bretoniens. Les bretoniens ne vont pas tenir face à ça, bien évidemment. Ils vont faire leur test de rupture. Ils vont faire un test à commandement modifié de -7, voire plus, -8, -9 même, parce qu'il y a une bannière chez les rois des tombes et ils ont chargé. Bon, c'est donc une catastrophe, parce que là, ils n'ont déjà que commandement 5 de base, -9, donc il faut qu'ils fassent le fameux double 1, ce qu'on appelle le courage insensé. Malheureusement, le test est manqué. Les archers vont totalement s'enfuir face à la charge des chars, c'est-à-dire qu'ils vont louper leur test et même leur test de base, c'est-à-dire qu'ils ont commandement 5 à faire et le score est énorme, je crois qu'ils font un 8 ou un 9, ce qui fait que les archers vont se retourner, balancer 2d6 et s'enfuir de 2d6. Et les chars squelettes vont les poursuivre de 2d6 et vont tenter de les rattraper. S'ils font égal ou plus, ils les rattrapent et les mangent. Et c'est même ce qui va se passer. Les chars squelettes font une énorme poursuite à 9 pas et vont même arriver jusqu'au bord de table en écrasant au passage les archers bretoniens, ne déclenchant pas de panique du côté des hommes d'armes. Donc déjà, la percée des chars, là, c'est assez impressionnant. Par contre, de l'autre côté, le sphinx de guerre contre les chevaliers du royaume. Alors ça, c'est plutôt classe, ça c'est un assez grand combat, surtout que là, pour la première fois sur cette chaîne, nous avons 2 régiments qui chargent l'un contre l'autre grâce à la contre-charge de Old World. Ça, franchement, cette mécanique est vraiment trop cool, comme un peu les combats. On va en parler à la fin de la vidéo. Déjà, on va commencer par le test de peur que provoque le sphinx de guerre. Alors certes, il provoque la terreur, mais il provoque aussi la peur, c'est les deux à la fois. On a un petit peu basé ça là-dessus, comme en V8. Les chevaliers bretoniens n'auront pas peur, parce qu'ils réussissent leur test de commandement. Et là, c'est bien l'initiative qui prend en compte, mais les 2 charges. Donc les chevaliers ont en plus le bonus du fer de lance et de la charge avec leur lance de cavalerie. Et malgré ça, malgré tout ça, ça reste seulement de la force 6 ou de la force 5. Ils ont une capacité de combat. Le paladin, certes, a une capacité de combat de 6, donc il touche le sphinx de guerre sur du 3+, mais tous les chevaliers ont une CC de 4, et le sphinx de guerre a une CC de 3 ou 4, donc il va toucher également plutôt difficilement le sphinx de guerre. Enfin, en tout cas, une chance sur 2. Et tout simplement, il y aura des touches, mais les blessures, c'est tout simple, ne vont pas du tout être effectives, parce que malgré la force de 5, plus 2 en force avec la lance de cavalerie, donc force 3 qui passe à 5, ou alors force 6, parce que la force du paladin est de 4, qui passe à force 6, passe sur le plus 2 de la lance de cavalerie, toutes ces blessures ne vont pas être très efficaces par rapport au sphinx de guerre. Le sphinx de guerre n'aura aucune blessure lors de ce combat. Les chevaux frappent aussi et ne feront rien. Ça fait très mal. Et ça fait super tanké. Et le sphinx de guerre lui-même ne va tuer qu'un seul chevalier bretonien au corps à corps. Il pouvait taper le paladin ou les chevaliers, parce que le fer de lance, tout simplement, s'enfonce dans votre rang. Donc on a compté ça, même si c'est une seule et même créature. Il pouvait choisir ses attaques. Il a visé les chevaliers, de toute façon c'était ce qu'il fallait faire. Et il ne va tuer qu'un seul chevalier. Parce que sa force de 5 ne provoque qu'un seul de PA, et aucun coup fatal ne sera fait par les gardiens des tombes qui sont dessus. Donc ça tank à mort des 2 côtés, en fait. Donc on calcule le combat.
On calcule le combat après ce fight où l'endurance des sphinx de guerre a bien été prouvée et que les chevaliers aussi sont très costauds. Les chevaliers ont chargé, ils ont 1 point, ils ont encore quelques bonus de rang, ils ont une grande bannière et ils ont une bannière, mais ils n'ont fait aucun dégât, donc ils ont quand même pas mal de points. Le sphinx de guerre, lui, a chargé aussi et il a fait 1 kill, mais il n'a pas de bannière et il n'a pas de rang. Donc le sphinx de guerre marque 2 points. On a bien compté le fait, attention, qu'il a la stomp attaque, donc il a le piétinement, on lui a donné le même que le dragon ogre, D3 plus 1, mais il ne peut pas le faire, le piétinement, sur de la cavalerie, comme dans la V8. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé du piétinement. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais tout simplement, le sphinx de guerre a marqué que 2 points, sa charge et son kill, mais les chevaliers, eux, ont marqué beaucoup plus. Ils ont marqué un différentiel de 3 points. Ils ont 3 points de plus, ils en ont 5, et le sphinx de guerre n'en a que 2. Donc le sphinx de guerre a perdu de 3 points le combat. Il est mort-vivant, il est donc instable, il devrait perdre 3 points de plus, 3 PV de plus. Mais il est amalgame mort-vivant, règle de la V8 des rois des tombes, il ne perd donc que 2 points, parce qu'il fait -1 sur le modificateur de résultat, il perd 2 PV, et surtout, il recule. Eh bien oui, il recule parce que il a chargé, il a perdu le combat, il ne peut pas s'enfuir, il ne peut pas se replier, se retourner, donc il va céder du terrain de 2 pas, il va reculer, et bien sûr que les chevaliers bretoniens, vu qu'ils ont fait une contre-charge, c'est pas leur tour. Le tour des Bretoniens, il arrive juste après, là. Donc ils vont rester sur place, ils ne vont pas le suivre. Comme ça, en restant sur place, ils vont pouvoir le recharger à nouveau en début de tour et réavoir leur bonus de rang, leur bonus fixe, et aussi, bien évidemment, leur bonus de charge avec les lances de cavalerie. Donc tour 3 des Bretoniens. Tour 3 des Bretoniens, on arrive à la phase de stratégie, et là, selon l'hypothèse que j'ai posée, il va y avoir un changement de formation. Rappelez-vous, on a l'animosité et tout ça, début de tour, on a les conjurations, on a les ralliements d'unités et on a le changement de formation. Et là, les hommes d'armes, ils sont un petit peu trop en retrait, ils sont proches des chars qui leur ont fait déjà très très mal, donc Sardine a décidé, selon l'hypothèse que j'ai, que ça se passera à ce moment-là et qu'on pourra le faire à ce moment-là dans Old World, parce qu'on n'a pas la validation encore, eh bien, il change de formation de ces hommes d'armes. Attention, il ne les reforme pas pour leur faire 180 degrés, etc. Non, 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 il change de formation. Ils étaient en close order combat très large. Il les passe en marching column, en colonne de marche. Il les met donc, alors sur la photo c'est rang de 4, mais c'est rang de 3, avec plein de rangs pour qu'ils aient en fait accès à x3 de mouvement, mais qu'on leur interdise de faire une charge lors du tour d'après, enfin lors du tour qui suit. Donc avec ce changement de formation, on passe à la phase de mouvement, justement, déclaration des charges, bien sûr que les chevaliers bretoniens retournent dans la mêlée contre le sphinx de guerre, donc ils reprennent leur bonus de charge, mais le sphinx de guerre, lui, n'a pas la counter-strike, et de toute façon ils étaient trop proches pour la faire, donc ils vont avoir le bonus de charge et pas lui. Et derrière, bien évidemment que les chevaliers du Graal chargent dans l'énorme pâté de guerriers squelettes pour aller tout simplement viser la charge irrésistible des chevaliers du royaume s'ils passent à travers le sphinx pour aller taper tous ensemble les guerriers squelettes. Pour ce qui est des mouvements, les hommes d'armes, en étant en colonne de marche, peuvent faire x3 en mouvement et vont avancer donc de 12 pas pour énormément s'écarter des chars squelettes et se rapprocher de la mêlée avec les chevaliers. Pour ce qui est des autres archers, les archers bretoniens vont se retourner et tenter de faire vont se reformer et vont tenter de faire quelques kills encore dans les rois des tombes. Les archers bretoniens, comme je l'ai dit, vont tenter de faire des kills dans les archers rois des tombes qui leur ont fait des dégâts tout à l'heure. Ils vont en tuer 2 au tir en faisant leur tir de volée. Bon, c'est du 2 contre 3, du 3 contre 2. C'est vraiment 2 régiments qui ont l'air au final assez équilibrés entre eux. Même si les archers bretoniens sont un peu plus nombreux, les autres sont des morts-vivants, donc ils remontent leurs troupes. Bref, il y aura 2 kills dans les archers squelettes à ce moment-là du tir. Et il n'y a déjà plus rien du côté des bretoniens à part ce morceau de phase. Donc par contre maintenant phase de corps à corps. Phase de corps à corps, ce sont bien sûr les chevaliers du royaume qui vont commencer le combat.
Parce que s'il arrive à tuer le Sphinx de guerre et à faire sa charge irrésistible de 2d6 pour aller tanker les guerriers squelettes derrière, on passera au corps à corps des guerriers squelettes, et donc là, les chevaliers du Graal et les chevaliers du Royaume en lien pourront combattre ensemble, parce que on le faisait déjà en V8, c'est ce qu'on appelle une espèce d'escalier, tout simplement, de charge irrésistible. C'est une mécanique de jeu, vu que tout est séquencé, on s'est autorisé le droit de le faire. Bref, chevaliers du royaume contre Sphinx de guerre, ils ont chargé une créature qui provoquait la terreur, ils ont réussi leur test de commandement, ils ont donc pu la charger, ils réussissent leur jet de charge sans aucun problème, ils réussissent leur peur quand ils arrivent au corps à corps de cette figurine, et donc ils frappent tous d'abord, et avec toutes les attaques encore à nouveau qu'ils peuvent lui faire, ils vont lui faire que un seul de dégâts. Ils vont ne lui enlever que un seul PV sur 3 au Sphinx de guerre. Et le Sphinx de guerre, en plus, en retour, avec ses gains et tombes sur le dos, va tuer un chevalier encore en retour. C'est costaud, mais là, le Sphinx de guerre n'a pas chargé, et là, les chevaliers, eux, ont chargé, ont encore des rangs, la bannière, la grande bannière, les bonus fixes vont mettre à mal l'instabilité du roi des tombes et de son Sphinx de guerre. Le Sphinx de guerre va mourir à l'instabilité, et on a compté que la charge irrésistible était possible après l'instabilité, parce que c'est une mécanique qui était un peu chiante dans la V8 de bloquer avec l'insta. C'était effectif, c'était pas effectif selon les errata, c'est un peu chiant. On a dit que là tu passais à travers, et Sardine va tenter donc de faire son jet pour 2d6 et aller encaisser les guerriers squelettes derrière. Et il fait 3. Et il loupe donc sa charge irrésistible dans les guerriers squelettes. C'est dommage. Donc on passe au corps à corps des chevaliers du Graal, qui sont que 3 avec la magicienne contre 32 guerriers squelettes, enfin 30 guerriers squelettes, un mage et un prince. Au moment du corps à corps, pas de test de peur vu qu'ils sont immunisés à la peur, les chevaliers du Graal, il y a un défi qui est lancé. Incroyable, parce qu'on sait que les chevaliers du Graal sont des saints vivants, ils peuvent tous relever un défi. Eh bien, le prince des tombes lance un défi et un chevalier du Graal va le relever, bien évidemment. Et là, c'est pas pareil, parce que le prince des tombes va buter le chevalier du Graal. Le chevalier du Graal va rien faire, et parce que c'est quand même endurance de 5 en face. Le chevalier du Graal va taper, mais il va louper. Et le prince des tombes va défoncer le pauvre petit chevalier du Graal. Bon, il lui enlève pile poil un PV, mais quand même, ça suffit. Par contre, après, les autres qui sont dans le corps à corps, en rajoutant le fait que la magicienne frappe à la magie et réussit à passer son sort sans être dissipé, eh bien, les guerriers squelettes vont perdre plusieurs d'entre eux. Exactement, ils en perdent 5. Ils perdent 5 d'entre eux au corps à corps. Et les guerriers squelettes ne vont rien faire aux chevaliers du Graal qui sont au contact. Ils peuvent pas taper encore la magicienne qui est derrière. Donc, c'est pas trop mal. Les chevaliers du Graal ont chargé. Ils ont fait quand même 5 kills. Les guerriers squelettes, par contre, ont un bonus de rang infâme, et ils ont une bannière, et ils ont marqué des points, enfin un point en tuant un chevalier du Graal. Ce qui fait qu'ils vont quand même perdre le combat, les guerriers squelettes, en perdant donc un peu d'instabilité derrière, et ils vont donc reculer de 2 pas, parce qu'ils ont perdu le combat, mais qu'ils ne peuvent pas s'enfuir, ils ne peuvent pas se replier en bon ordre. Donc, ils vont reculer de 2 pas, et les chevaliers du Graal, grosse couille, très motivés, ils vont suivre les guerriers squelettes pour rester bloqués au corps à corps et éviter aux guerriers squelettes de venir contrecharger tout ça. Donc fin du tour 3. Donc tour 4 des rois des tombes, phase de stratégie. Bien évidemment qu'il a le droit de le faire, c'est une amélioration, entre guillemets. Donc le sortilège de relance D1 pour toucher est lancé et réussi par Jean Lama, et la dissipation est loupée par Sardine encore une fois, alors que les deux sorciers sont face à face. Donc il va récupérer tous ses archers squelettes perdus, et va récupérer 4 guerriers squelettes qu'il a perdus précédemment. Les morts vivants vont être infâmes à Old World, ça va être trop bien. Ce qui fait que cette phase va être déjà passée. On passe à la phase de mouvement, et là, il n'y a rien à faire du côté des morts vivants. Les archers squelettes sont bloqués un petit peu dans leur coin. Les guerriers squelettes sont en contact, et la catapulte est derrière. Tout le reste est mort, définitivement. Ce qui fait qu'on passe directement à la phase de tir. La catapulte veut tirer bien évidemment sur ce gros pack de chevaliers qui a loupé sa charge irrésistible. Il va tirer dessus, il va refaire un hit encore une fois et va à nouveau tuer 2 chevaliers. Jean Lama, il retue 2 chevaliers avec cette foutue catapulte qui commence à faire vraiment beaucoup de dégâts.
Heureusement, encore une fois, les chevaliers du royaume vont réussir leur test de commandement, mais ils perdent de plus en plus d'entre eux. Les archers de leur côté, ainsi que les chars qui se sont reformés, hein, j'en ai pas parlé pendant la phase de mouvement, mais bon, ce n'est qu'une reformation. Le fait est que, tout simplement, les archers vont tirer sur les chevaliers du royaume, ne vont rien faire. Bref, la phase de tir, la catapulte est ultra violente, le reste des tirs n'est pas effectif. On passe donc au corps à corps, et le seul corps à corps, c'est ces deux graleux et la magicienne contre l'énorme pack de guerriers squelettes. Pas de défi ce coup-là, on vous a montré la mécanique qui n'a pas vraiment changé de la V8, en tout cas on s'est basé là-dessus. Et là, à nouveau, les chevaliers, attention, n'ont plus le bonus de charge vu qu'ils ont simplement suivi et ils n'ont pas rechargé. Là, on a un peu de démonstration quand même de résistance, mais quand même, ça fait pas tout. Les chevaliers du Graal vont tuer 3 guerriers squelettes seulement, et les guerriers squelettes vont à nouveau tuer un autre chevalier du Graal. Ça commence à faire très 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 mal. Les chevaliers du Graal, il y en a plus qu'un hein, qui protège la dame qui est derrière lui. Et là, on va tester, on va regarder le commandement et ça va rester sur place. En calculant tout ça, eh bien, on remarque que c'est une égalité. Une égalité parfaite. Les deux scores ont la même valeur de points, ce qui fait que tout le monde va rester sur place. Quand c'est une égalité, ça a été précisé par Old World, eh bien, égalité veut dire personne ne cède du terrain, personne ne teste, tout va bien. Donc les chevaliers du Graal, on voit qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'on se leur ait dit en voyant leurs règles. Mais quand même, ça reste ultra intéressant à voir, parce qu'en face, c'est quand même des morts vivants. C'est pas facile à les faire mourir, pour de bon. Donc, pour le tour 4 des Bretoniens, eh bien, en phase de stratégie, nouvel ordre de formation. Les hommes d'armes se reforment en close order. Ils reprennent leur formation de combat comme ils l'avaient avant. En phase de stratégie, ils ne se reforment pas en degrés, ils se reforment en formation de régiment. À la phase de mouvement, déclaration des charges, les Bretoniens, les chevaliers du royaume viennent tout de suite enfin aider le dernier chevalier du Graal et la magicienne en allant impacter les guerriers squelettes, et les hommes d'armes se reforment justement pour voir en close order, donc en formation de combat, les chars qui arrivent derrière. En dernier mouvement, les archers bretoniens se disent bon, tuer les archers squelettes, ça sert à rien, on va essayer de tuer des chars. Ils se reforment, donc en se reformant, ils doivent faire un test de commandement pour pouvoir tirer, règle de la V8, et ils réussissent leur test de commandement, incroyable, parce qu'ils ont un musicien. Ils vont donc pouvoir tirer sur les chars squelettes qui approchent. Justement, phase de tir, on va pouvoir faire ce fameux petit tir de Bretoniens, et les Bretoniens vont faire un vol inqualifiable en tuant un char squelette. Malgré le fait qu'ils touchent sur du 6 de mémoire, parce qu'ils se sont reformés, donc ils ont bougé, ils sont à longue portée, donc ils ont encore -1, ils ont -2, en touchant à 4, ils passent à 6, ils vont toucher 3 fois, ils vont blesser 3 fois, et ils vont enlever 3 PV. Bravo les gars, ça c'est quand même assez beau de le préciser. Il reste quand même un char, ça reste puissant, surtout contre de l'infanterie, mais ils font déjà beaucoup moins peur, et eux ne sont pas à 12 pas du magicien, ils peuvent pas regagner des PV. Ça c'est important. Du côté du corps à corps, c'est le soutien des chevaliers du royaume sur le chevalier du Graal et la magicienne, et là, les chevaliers vont montrer un peu encore une fois leur puissance, mais les rois des tombes vont aussi montrer leur tanking, c'est assez impressionnant. En tout, il y aura 6 guerriers squelettes tués au corps à corps. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais en même temps, il n'y a plus beaucoup de chevaliers, à force de prendre la saturation dans la tronche. De plus, un chevalier du royaume va mourir au corps à corps, mais seulement un seul, et les chevaliers du Graal le chevalier du Graal et la magicienne n'auront rien en termes de dégâts. Ce qui fait que là, les guerriers squelettes, en ayant déjà perdu 6 d'entre eux, sont très perdants en termes de résultats de combat, mais en plus se prennent des renforts de bannières, de grandes bannières, de charges de rang, que les avaient annulés avec les chevaliers du Graal. Donc là, à l'instabilité, ça ne va pas du tout être la même. Les rois des tombes perdent 7 guerriers squelettes de plus à cause de l'instabilité, parce que le différentiel de combat est de 7. C'est énorme par rapport au combat. Ce qui fait que là, ils vont fondre littéralement. Mais ils sont encore là, ils sont encore présents, ils sont encore très nombreux. Ils étaient 32, je le rappelle, ce régiment, donc c'est très dur à tomber. Et donc, ils vont reculer encore de 2 pas, et les chevaliers vont continuer de les poursuivre. En tout cas, pardon, pas de les poursuivre, mais de les suivre, pour tout simplement rester au contact et continuer de les tanker. Parce que là, c'est le tour prochain, c'est les rois des tombes. S'ils restaient sur place, ils se faisaient contrecharger. Je tiens bien à préciser que le premier rang est le seul à frapper à Old World, sauf
au corps à corps si vous avez des lances. Là aussi, on a conservé le fait des lances de la V8, c'est-à-dire que tu peux frapper avec un rang de plus si tu as des lances, mais seulement une seule attaque de soutien, quoi qu'il arrive, et seulement si tu es aligné avec quelqu'un qui est au contact d'une autre personne. Bref, ça c'est le méthode de fonctionnement classique de la V8. Donc tour 5 des rois des tombes, phase de stratégie, le sortilège de conjuration pour remonter des pertes du côté des rois des tombes. Et bien ce coup-là, Jean Lama va échouer son sort à 2D plus son niveau 1. Il ne va même pas atteindre la valeur de sort de lancement qui était de 7, si je ne me trompe. Je crois qu'il fait un 6 ou un 5. Donc bref, il va louper son sortilège et donc ne pas pouvoir relever de troupes. Ça, c'est pas trop mal. Donc à la phase de mouvement, il n'a pas le choix. Il faut qu'il vienne aider ses guerriers squelettes parce que là, les chevaliers commencent à un peu trop pousser. Eh bien, il y va, il balance une charge sur le flanc des chevaliers du royaume, qui, je le rappelle, sont en fer de lance et n'ont pas de flanc. Eh bien, va charger avec ses archers squelettes pour amener un petit peu de soutien à tout ça. Pour ce qui est du reste de ses mouvements, ces chars ne chargent pas les hommes d'armes, ils préfèrent se rapprocher et menacer, en fait, tout simplement, les hommes d'armes pour le dernier tour. À la phase de tir, la catapulte va viser justement les archers qui sont de l'autre côté. Elle va faire un hit assez violent, va en buter 3, déclencher une panique. Et là, avec les crânes hurlants qui font moins 1 de commandement, là, ça fait commandement 4, ça fait un peu trop pour les archers bretoniens. Ils vont louper leur test et s'enfuir de la table. Ils vont donc se retourner à l'inverse de la catapulte, faire 2d6 et malheureusement vont sortir de la table et donc vont mourir. Ça fait assez mal. Les 2 tirs de char sur les hommes d'armes ne feront aucun dégât. Donc phase de corps à corps, la grosse phase de corps à corps, archer squelette, guerrier squelette, prince des tombes, hiérophante, contre chevalier du royaume, paladine, grande bannière, dernier chevalier du Graal et magicienne. Et ben là, ça va être très violent des deux côtés. Mais plus du côté des Bretoniens, malheureusement. Les Bretoniens n'ont plus de bonus de charge, ils sont contrechargés en plus. Donc les chevaliers du royaume ne vont avoir aucune perte, mais vont tuer seulement un seul archer squelette en face. Et les Graleux vont perdre totalement le combat. Le chevalier du Graal va mourir des mains du prince des tombes, ce qui fait que la magicienne vient en contact. Et là, c'est pas pareil, les guerriers squelettes vont se jeter sur elle et vont lui arracher ses 2 PV. Aïe, 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 ce qui fait que les chevaliers du Graal sont définitivement morts. La magicienne et le général adverse sont définitivement morts. Ouf, ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Donc, les chevaliers du royaume ont perdu le combat. Ils ont un modificateur de test, je ne sais plus combien, de 3, je crois. Et malgré cela, ils vont réussir leur test, même dans le modificateur. Ils vont réussir complètement leur jet et vont donc simplement reculer de 2 pas. Ils ne vont pas se replier et se reformer. Bref, ils réussissent cela et seront suivis, mais seulement par les guerriers squelettes, les archers se reformant tout simplement sur leur base. Donc ils vont être poussés en arrière après avoir tenté d'avoir sauvé leur chevalier du Graal, malheureusement trop tard. Donc tour 5 des Bretoniens, pas de stratégie, il n'y a pas de morceau de phase de stratégie. À la phase de mouvement, eh bien, les chevaliers sont déjà au corps à corps et les hommes d'armes, qui sont les derniers sur la table libre, ne chargent pas le char, ils sont trop loin, parce qu'ils ont une charge effective seulement de 10, 6 maximum du dé, plus 4 de leur mouvement. Le char est donc trop loin. Ils viennent s'avancer et viennent le provoquer au dernier tour pour faire un beau shield wall, un beau mur de bouclier à la fin et protéger l'arrière des chevaliers qui commencent à reculer. Bref, les Bretoniens commencent à être un petit peu encerclés pour cette fin de partie. Et pour ce qui est des tirs, il n'y en a plus. Hein. Pour ce qui est du corps à corps, le corps à corps, la peur des chevaliers du royaume contre les guerriers squelettes n'est pas effective, ils vont réussir leur test. Et les chevaliers, là, vont tanker, parce que le prince loupe ses attaques, les guerriers squelettes ne font rien en dégâts. Les chevaliers n'auront donc aucune perte, et les chevaliers vont, eux, de leur côté, grâce un petit peu à leurs chevaux, on va se mentir, tuer 3 guerriers squelettes, ce qui fait qu'ils reprennent l'ascendant au combat, et à leur tour, ce sont bien les guerriers squelettes qui vont reculer de 2 pas, et se laisser suivre, encore une fois, par les chevaliers bretoniens. On voit quand même que c'est costaud des deux côtés, le sac à PV, les chevaliers avec leur grosse armure, c'est quand même super intéressant. Puis cette méthode de recul, avancer, recul, etc., ou fuite, etc., c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc, on arrive au dernier tour 6 de cette partie. Les rois des tombes
Phase de stratégie, ils balancent leur sort de l'âme mentale de Jaff, ils vont le réussir, la dissipation n'est plus présente, ils tentent de le dissiper en naturel et échouent dans notre serre sardine, ce qui fait que Jean Lama va récupérer 4 guerriers squelettes, encore une fois. Grâce à cela, ça tank. Du côté des charges en phase de mouvement, bien évidemment que les archers reviennent aider à nouveau les guerriers squelettes parce qu'ils sont revenus en bonne formation pour aller apporter des bonus fixes contre les chevaliers du royaume. Et enfin, les hommes d'armes viennent se prendre de plein fouet la charge du dernier char. Ça fait quand même assez peur. Donc, phase de tir, il n'y en a plus, tout le monde est au corps à corps. Donc, phase de corps à corps, les chars contre les hommes d'armes, et bien là, c'est la surprise. Les hommes d'armes vont perdre 5 d'entre eux avec les touches d'impact, mais par contre, les hommes d'armes frappant avant vont réussir l'impensable et tuer le char squelette sans avoir peur, je le précise bien encore, avec leur commandement de 5, sans avoir peur. Ils vont détruire les 3 derniers PV, vont donc annihiler leur ennemi par la surprise générale, et donc vont donc se reformer, parce qu'ils restent sur place, et vont donc se reformer pour voir les chevaliers du royaume être totalement encerclés dans les guerriers squelettes, et pourtant rester encore au combat. Le combat des chevaliers du royaume, archer squelette, guerrier squelette, il y aura un archer squelette qui sera tué, 2 guerriers squelettes qui seront tués, un chevalier du royaume qui va tomber. Bref, ça se tank, ça s'équivaut, même si le fait que les archers, etc. chargent, il n'y a pas de flanc sur une affaire de lance, donc ça amène du soutien, mais là encore une fois, ça va tanker énormément. Reculer de 2 pas du côté des rois des tombes en perdant 1 d'instabilité avec eux, parce qu'il y a quand même toujours la grande bannière du côté des Bretoniens qui leur apporte un peu de points. Ça reste. Et enfin, on arrive au dernier tour, le tour 6 pour les Bretoniens. Phase de stratégie, il n'y a rien à faire. Phase de mouvement, déclaration de charge. Il faut que les hommes d'armes puissent réussir leur charge. Ils se sont reformés. Ils sont à 10 pas pile poil au plus près, comme à la V8, on mesure du plus près au plus près, des archers squelettes qui sont en attaque de flanc sur les chevaliers. Il y a un vol à faire. À 2D, il faut faire un seul 6. Et Sardine va réussir sa charge. Avec un 6 de fou, il fait 10 avec ses hommes d'armes qui viennent tout d'un coup sauver les chevaliers du royaume en chargeant de flanc les guerriers squelettes. On passe donc directement à la phase de corps à corps. Aucun test de peur ne sera loupé du côté des Bretoniens. Et là, ça fait super mal. Sardine concentre le plus d'attaques sur les archers squelettes pour faire le plus de points. Les archers squelettes vont être explosés au corps à corps par l'instabilité derrière par les Bretoniens. Les Bretoniens ne perdront aucun autre chevalier du royaume, mais les hommes d'armes vont se sortir de tout ça indemnes. Les chevaliers du royaume ainsi que les hommes d'armes qui vont rester sur place et qui vont se regarder face à face pour terminer cette partie où il y reste une catapulte à crâne hurlant et le pack de squelettes avec le prince et le hiérophante face à la grande bannière et ses chevaliers du royaume extrêmement exténués et les hommes d'armes qui sont venus les sauver. Une bataille dantesque. Donc voilà ce premier rapport de bataille Old World. Il y a beaucoup d'extrapolations, je sais, on a fait des explications, vous allez me dire, ouais, mais ça c'était trop fort, ça c'est pas adapté, ça... je m'en fous, voilà, dites ce que vous voulez, mais prenez cet exemple comme il est, la phase de combat, les formations, la phase de tir, la phase de stratégie, les nouveaux mouvements, le jeu a l'air juste trop bien. Vraiment trop bien. Jean Lama et Sardine, pour résumer un petit peu, parce que Sardine est très timide, il n'a pas voulu être devant la caméra, et on a enregistré un petit peu de réac avec Jean Lama, mais malheureusement la nouvelle caméra a un petit peu foiré, donc je me permets de le refaire derrière. Le jeu est trop bien. Vraiment, la méthode de jeu est super cool. Alors encore une fois, attention, on a fait de l'extrapolation. Peut-être que ça ne fonctionnera pas totalement comme ça. Peut-être que le repop des Rois des Tombes en termes de PV était un peu trop fort en termes de 1d3 plus 1 PV à chaque fois, mais il n'avait qu'un sortilège. Voilà. Est-ce que les Bretoniens, la fer de lance, c'était pas un petit peu trop fort? Là aussi, je pense vraiment qu'on a fait une partie équilibrée. Pour vous donner un exemple, sans compter le fait que l'AGB est encore en vie ou le général est encore en vie, mais l'autre général est mort, etc. On n'a pas compté ces points-là. On a vraiment fait que les points classiques. Détruit une unité, marque des points. Détruit pas d'unité, pas marqué de points. La partie s'arrête sur 475 points marqués 475 points restants pour les Bretoniens, 476 points restants pour les Rois des Tombes. Voilà. Allez pas me dire que c'est pas une partie équilibrée comme ça. Vraiment, ça a été trop bien.
Les mécaniques de jeu sont vraiment ultra intéressantes. La phase de stratégie n'a pas été beaucoup détaillée durant cette partie et ce premier rapport de bataille parce qu'on a encore trop peu de données dessus. Je voulais pas trop extrapoler. Pas trop donné d'objets magiques qui pourraient disparaître, les parchemins de dissipation, les couronnes de commandement, tout ça. On les a pas mis. Mais on a quand même eu, selon moi, l'hypothèse que c'est à ce moment-là qu'on change de formation de combat, donc ça peut être sympa. On a eu la magie de conjuration, on a eu la magie de boule de feu, donc de missile arcanique, on a eu la magie d'assaut. On n'a pas eu de sort de mouvement parce qu'aucun des deux magiciens n'en avait, mais quand même, super intéressant. Ces phases où la magie est diluée partout, ça, c'est trop bien. Le fait de pouvoir dissiper en vanilla une seule fois durant tout le tour, si t'as pas de sorcier à portée, pour des petites parties comme ça a l'air très fort. Pour les grosses parties où tu auras 3 mages dans les armées, ça va pas être la même. Ça, c'est sûr. T'as intérêt à bien choisir le bon moment pour dissiper. Le fait d'avoir des double 6, alors on vous l'a pas dit, mais il y a eu des double 6 durant la partie, donc c'est-à-dire des sorts suprêmes, mais pas de fiasco. Nous n'avons pas eu de fiasco. On en a eu dans les parties test d'avant, mais on n'en a pas eu sur cette partie-là. Les fiascos qui sont beaucoup moins violents, mais qui sont quand même très punitifs. Donc très intéressante la magie d'assaut, la magie de combat. Franchement, c'est très très bien. Le fait que ça soit beaucoup moins fort aussi, on va pas se mentir. La boule de feu, techniquement, elle terrorise tout le monde en V8, même le niveau 2, sur des chars que ça, la 0 dégâts. Bon, ça reste des dés, encore une fois. Et les phases de tir, bon alors la phase de tir, vraiment, il y a quasiment rien de changé, donc ça fonctionne. Moins létal, on l'a vu, moins létal, sauf pour les machines de guerre qui restent très intéressantes tant qu'elles ne font pas de misfire. Ça, franchement, c'est très très bien. Et enfin, surtout et vraiment, c'est cette nouvelle phase de combat. L'initiative qui prône et surtout ces tests de rupture, ces reformations de combat. Je te pousse, tu me pousses. Si c'est ton tour après, je te suis pour éviter de me prendre une contre-charge. Mais si grâce à ma contre-charge que j'ai fait sur ton monstre, j'arrive à te pousser, je reste sur place, comme ça je te recharge derrière. Ou tout simplement, on n'a pas eu cet état de fait, mais si jamais toi tu te replies en bon ordre, c'est-à-dire tu t'enfuis et tu te reformes tout de suite, moi je reviens sur toi et je te recharge. Ça sera trop bien. Bon, ça prouve encore une fois que les nains ou les morts-vivants, ça va être très dur à aller chercher. Mais quand même, ça reste super intéressant. J'espère vraiment que cette partie vous a plu. S'il vous plaît, partagez-la, faites-nous connaître. Ce rapport de bataille est encore extrêmement extrapolé, mais vous en avez eu un entier en français. Alors certes, j'ai utilisé des textes et des morceaux de mots anglais pour quand même respecter Games Workshop par rapport aux règles qu'ils ont données. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. Sachez que j'ai carburé pour faire ce rapport de bataille. J'ai peint les 2 armées que vous avez vues, mis à part le Sphinx et les hommes d'armes qui étaient déjà peints. J'ai tout peint en à peine 2-3 jours entiers pour que ce soit effectif pour le rapport de bataille. Merci à Fenrir et merci surtout aussi à Sardine, bien sûr, pour les plateaux de mouvement. Vous avez vu enfin vos plateaux d'adaptation pour que les socs soient à la bonne taille, les 30-60 pour les chevaliers, les 25-25 pour les infanteries. C'est pour ça qu'il y avait ces plateaux de mouvement sur la table. C'était pas simplement des plateaux de mouvement, c'est des adaptateurs de socle, littéral, pour tout le monde. Ça fait plaisir. Donc merci à mes joueurs également, merci à Sardine et merci à Jean Lama d'avoir participé à cette initiation pour Warhammer Old World. Ça leur a vraiment plu, vraiment. J'espère que vous aussi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2024 pour la campagne, pour Old World en printemps, pour toujours plus de V8 et de lore. Peut-être pour les French Wargame Day en mars. Peut-être bien, peut-être bien. Bref, je vous souhaite tous mes vœux. On finit aussi également ce mois-ci avec les dernières rediffs. C'est pour ça qu'on en a mis beaucoup de la fin des temps, de mes révisions de la fin des temps ensemble de Twitch. Donc, question qu'à la fin de l'année, on soit tous au même niveau entre Twitch et YouTube. Donc, n'oubliez pas également de nous rejoindre sur Twitch les lundis, les mercredis et les vendredis en janvier. On en fera très peu en vacances parce qu'il faut que je me repose. J'ai trop mal au poignet à force d'avoir peint. Seulement avoir peint, un bande de dégueulasse. Et on se retrouve bientôt, tout simplement pour continuer cette aventure de Warhammer et de continuer dans notre passion. Merci à tous, portez-vous bien, bonne fête de fin d'année et à la prochaine. Ciao!